Alors du coup, aujourd'hui, on va parler ensemble d'art visionnaire. Alors vous en faites pas si vous ne savez pas ce que c'est. Dans 2 heures, vous allez ressortir en étant des pros de l'art visionnaire. Donc on va se demander déjà qu'est-ce que c'est l'art visionnaire, comment l'art visionnaire peut-il donner accès à des espaces-temps différents, dans quel état de perception les artistes se mettent pour créer et pour avoir accès au visionnaire. Enfin voilà, on va parler d'un peu de tout ça ensemble, d'états modifiés de conscience, de substances psychoactives, de plein de choses avec les experts du domaine qui sont avec moi. Donc ces 3 artistes qui sont exposés au Naya Museum depuis le début, hein. Vous êtes là avec nous depuis longtemps. Ouais. Donc on a Martina. Martina, toi, une petite présentation. Tu as passé ton enfance au Cameroun, tu as étudié l'art en Allemagne et ensuite tu as voyagé un petit peu dans le monde entier pendant 30 ans. Quand même, donc tu as vu plein de choses. Aujourd'hui, tu vis et travailles entre les États-Unis et la France. Tu habites à Carnac, donc pas loin d'ici. Et donc, tu as des expos en ce moment. Tu avais exposé au Burning Man. Oui, Stylé. plusieurs fois. Plusieurs Juste fois, maintenant. ouais. Et maintenant cette année, ouais. Et là, vous avez tous les deux une expo en ce moment aussi à Villeneuve-sur-Yonne. Une expo, une monographie dédiée à votre travail. Voilà. Pascal, toi, tu es autodidacte, c'est ça? T'as pas fait d'école d'art, t'as appris la peinture tout seul. Tu t'inscris aussi dans la tradition visionnaire et tu vis et travailles à Karnak, aussi entre Karnak et les États-Unis, puisque vous vivez ensemble. Pas bon. Aux dernières nouvelles. Et donc, toi, tu as un travail avec une dimension très minérale. On vous montrera des images après. Voilà, vous avez vraiment, on sent des inspirations parfois plus organiques, parfois plus minérales. Enfin, voilà, il y a vraiment une patte que vous allez découvrir. Et donc, toi, Liba, tu as été élevée en Asie du Sud-Est. De parents américains et tu vis à Paris. Donc, pareil, toi et Martina, toutes les deux, vous avez beaucoup bougé et on verra aussi en quoi ça a pu inspirer et nourrir votre travail. Donc tu es peintre et tu es aussi à l'origine d'un projet collectif qui s'appelle Dreams and Divinities où tu réunis des artistes visionnaires, notamment des femmes, beaucoup. Hein. Oui, c'est pas que. Pas que, mais c'est juste naturellement, organiquement, c'était beaucoup de femmes qui aiment. Bah, c'est bien. Même toi, même cette dame-là. Donc vous avez sorti un jeu de tarot, notamment récemment, l'année dernière, on avait fait une exposition ici, si certains d'entre vous l'ont vu, qui exposait les peintures qu'on servait à réaliser ce jeu de tarot. Et donc là, il est toujours disponible si certains veulent le découvrir. Voilà pour les petites présentations. On a un autre invité qui nous rejoindra peut-être en visio, qui n'a pas pu être présent, qui est Yann Kounen, qui est réalisateur. Il a fait notamment Doberman, Blueberry l'expérience secrète, 99 francs. Et en fait, là, il n'est pas là parce qu'il sort un film. Là, en fait, la sortie du film commence maintenant et donc il n'a pas pu nous rejoindre. Donc ce film, c'est L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin, que vous pourrez découvrir à partir du mois prochain dans les salles de cinéma. Donc voilà, s'il peut, il va nous rejoindre en visio en cours de route pour compléter un petit peu. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour que vous nous donniez chacun une définition, même si c'est compliqué, de l'art visionnaire? Qu'est-ce que c'est pour vous l'art visionnaire? Qui veut commencer? Je commence. Ouais, vas-y. D'accord. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être venus, si nombreux. Le sujet de l'art visionnaire, c'est un sujet assez vaste. Et puis un peu ambigu aussi parce que c'est pas vraiment, rien n'est jamais gravé dans la pierre. C'est plus une idée pour moi de quelque chose, d'une forme d'art, déjà pas une école d'art pour moi, mais plus un courant d'art qui pour moi existe depuis le début de notre humanité, de notre créativité humaine, c'est-à-dire je pense que j'ai quelques petites images. Vous connaissez tous la grotte de Lascaux, donc les animaux. Mais parmi ces images de grottes, il y a des images assez particulières dans d'autres lieux, notamment dans la grotte des Trois Frères en Ariège. Ça s'appelle, cette image-là, c'est le sorcier. Et ça commence à vraiment entrer dans l'art visionnaire parce que c'est une image de
de ce qu'on décrit aujourd'hui, peut-être d'un chaman, un être qui se transforme, un humain qui se transforme en animal, ou bien un animal qui se transforme en humain. Donc là, si je te comprends, dans l'art visionnaire, il y a déjà une dimension de surnaturel, exactement, qui se transforme en animal. Et pourquoi visionnaire, du coup Ben, ça donne déjà, enfin c'est des états. Alors l'art visionnaire, pour moi, c'est une forme d'art qui exprime des expériences qu'on accède dans des états de conscience expandus. On peut dire le rêve, on peut dire les voyages chamaniques, mais ça peut aussi être des visions spontanées, ça peut être de la méditation, ça peut être des moments qu'on expérience en faisant un jeûne, par exemple. Enfin, il y a plein de moyens d'accéder à ces états. Et les artistes visionnaires, pour moi, essayent de montrer, parce que c'est des expériences fortes et poignantes. Et je pense qu'on a très envie de montrer et partager avec le monde ces moments assez particuliers. Donc c'est presque un travail documentaire, en fait, de retranscrire une forme de réalité auquel les autres n'ont pas accès, mais auquel vous et d'autres ont pu avoir accès. Exactement. Et voilà, et puis je vois aussi l'art visionnaire comme un arbre généalogique. Alors il faut imaginer un arbre avec beaucoup de branches, et à travers les âges, on a eu des peintres visionnaires ou des artistes visionnaires, parce que le visionnaire, ça peut se montrer dans la musique, comme dans la sculpture, dans toutes les formes d'art. Et donc, dans chaque siècle, dans chaque âge, il y a eu des visionnaires. Donc, au début, les hommes des cavernes, les chamans peut-être, qui étaient peut-être même les chamans et des artistes en même temps. On pense à ça beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un chaman ? Un chaman, c'est un être qui est choisi à un âge très jeune par un autre chaman qui est l'ancêtre, enfin qui l'aîné, qui voit le potentiel dans un enfant, beaucoup de fois dans les tribus, et qui est élevé à prendre la place du vieux chaman, quand le vieux chaman part. Et le chaman est celui qui passe de l'autre côté de la voile, donc de cette réalité, dans une autre réalité, esprit. Beaucoup de fois, il y a l'esprit animiste dans les tribus indigènes, c'est-à-dire c'est une pensée que tout ce qui nous entoure est imbu d'un esprit. C'est-à-dire que chaque chose, même les pierres, ont un esprit, qui ont une autre forme dans ce monde qui va au-delà du matériel. Voilà. On a déjà fait un petit tour de l'art visionnaire. Pascal, est-ce que tu veux compléter avec ou Liba? Bon, c'était très bien dit. Donc, comme j'ai découvert l'art visionnaire, c'était une commissaire pour un salon qui s'appelle Chimeria, et il a regardé mon art, parce qu'il était chez moi pour un dîner, il a dit « Oh, tu es art visionnaire !» Et moi, j'ai dit « Bon, ça c'est un titre un peu grandiose, parce que je n'avais jamais entendu ce terme avant. » Donc, j'ai regardé en Google, et c'était carrément un style. Donc, il y a deux types d'art visionnaire. Il y a l'art visionnaire contemporain, qui est vraiment un style, et c'est pas forcément mon style, mais cet art visionnaire, comme Martina a dit, c'est une expression de nos visions les plus profondes. Ça peut être onirique, comme traverse les rêves, traverse les voyages. Ça peut être avec les plantes aussi bien qu'une méditation. Ça dépend de chaque personne à son propre voie. On n'est pas obligé de passer la même voie pour avoir les mêmes types de visions. Moi, j'ai noté que
il n'y a rien de nouveau sous les étoiles. Et parfois, comme j'ai une grande révélation, une grande vision, après, je le note dans les littératures, même avant Ercomen. On a une file qui est exprimée dans chaque génération dans une autre façon. Et je trouve que l'art visionnaire de chaque génération, c'est l'art que nous, comme une communauté des artistes, sommes en train d'expériencer et exprimer. Et c'est vraiment à partir d'une vision. Et c'est en général une vision sacrée. Moi, je suis très influencée par l'art sacré, de même après Renaissance ou la Renaissance. J'adore tous les types de triptyques. Je pense Elisa est en train de chercher mes influences là, je vois. Et honnêtement, il y a beaucoup de cet art de le Moyen Âge ou le début de la Renaissance qui n'est pas forcément visionnaire. C'est sacré, mais c'est très réglementé, c'est dans le cadre de l'Église et je ne suis pas religieuse. Je suis spirituelle, je suis guidée par mon propre intuition. Et, mais par contre, tout qui... Bon, le fantastique aussi, comme Hieronymus Bosch, un de mes tableaux préférés, le jardin de Lys. Toutes ces images depuis mon enfance, c'était mon inspiration entre les couleurs et le fait que c'est onirique et que ça s'exprime quelque chose de très profondément sacré pour l'artiste. Voilà. Pascal, est-ce que tu veux compléter un petit peu? Alors, il y a plusieurs écoles, effectivement, entre guillemets, courants dans l'art visionnaire. Il y a aussi le distinguo. Tu veux que je parle plus fort? Oui, je pense. Voilà, comme ça. Il y a plusieurs courants dans l'art visionnaire actuellement déjà. D'un côté, il y a l'art visionnaire aux États-Unis, Amérique du Sud, qui sont beaucoup plus en rapport avec les substances et le psychédélique. Et en Europe, on doit le dire, il n'y a pas beaucoup de peintres visionnaires ou fantastiques qui prennent des substances pour avoir des visions. Ce n'est pas dans notre mode d'opération. Les grands peintres visionnaires, j'ai perdu mes deux papas de peinture il n'y a pas longtemps, il y a très peu de temps, qui étaient Yves Thomas et Alain Margoton. Quand je leur parlais de ça, ils étaient complètement à côté de ça, ce n'était pas leur monde. Et ça vient aussi d'un fait très simple. L'art visionnaire aux États-Unis, c'est l'art psychédélique en réalité. On peut parler d'Alex Gray, des gens comme ça. Et c'est les festivals, c'est une autre manière de présenter, et c'est effectivement dans la spiritualité des choses comme ça. Ils n'ont pas eu en réalité de modèle avant, à part l'école d'Hudson qui serait par rapport à la lumière, les paysagistes comme Bierstadt, Church, des gens comme ça. Mais c'est pas réellement visionnaire. En Europe, le courant visionnaire, il a commencé assez tardivement, je dirais, mais il a été marqué par le symbolisme, le romantisme ou des choses comme ça. Donc Gustave Doré, plein d'autres personnes. Et là, c'est Robert, tu le vois, le défunt Maria Martina. Ouais, j'en parlerai. Il fait partie, pour moi, le plus grand peintre américain visionnaire, avec Matty Clarwen et Alex, qui est un des descendants, qui continue. Mais en Europe, on a été influencé donc par le romantisme, par le symbolisme, et après le surréalisme, évidemment, des gens comme Dali ou comme Max Ernst, des gens comme ça. Donc il y a un petit distinguo déjà dans la manière de voir l'art visionnaire d'un côté et de l'autre. Après, aux États-Unis, il y a aussi l'Amérique du Sud, avec tous les peintres qui sont vraiment ancrés dans le chamanisme et dans les substances, comme l'ayahuasca ou des choses comme ça, donc tous les grands peintres péruviens et des gens comme Tamani, des gens comme ça, qui sont des très très bons peintres aussi. Et c'est une autre forme aussi d'art visionnaire. Et là, ça vient vraiment des visions par rapport à des entheogènes et des choses comme ça. Nous, on n'est pas, effectivement, comme je disais, on n'est pas obligé de prendre des substances pour avoir des visions. Les rêves, ça, c'est aussi des visions. Et après, il y a
moi, je ne tire pas du tout de mes rêves des visions, par exemple. Moi, je ne suis pas dans ça, c'est pas cette chose-là. Et il y avait une grande galerie à Paris qui s'appelait la Galerie Rare. C'était Hervé Serran qui tenait cette galerie dans les années 90. Il a écrit des bouquins là-dessus. Pour lui, chaque personne a un peu une image de l'art visionnaire. Lui, il y avait des points très importants pour lui, c'était l'intemporalité d'une œuvre, dans le fait que si on regarde une œuvre dans 200 ans, qu'on ne puisse pas dire c'est daté de cette époque-là. Le surréalisme, il est daté. On le sent bien, rien qu'un titre à Dali ou à Magritte ou d'autres, dans le titre, il y a le tableau. Dans l'art visionnaire, dans le titre, il n'y a pas le tableau pour moi. On laisse la part. Il n'y a pas d'anecdote. Pour moi, il n'y a pas d'anecdote. Tu laisses les gens l'interprétation totale de l'œuvre. Après, il y avait toujours effectivement la sacralité, comme il disait, parce que ça me semble très important dans une œuvre, mais ça pourrait être non visionnaire et être sacré. C'est pareil. Dans le sens, pour moi, la lumière vient de l'intérieur et va vers les gens. Ça, c'est un truc important pour moi dans une œuvre. Et après, c'est comme dit Martina, c'est un grand art. Oui. Il n'y a pas forcément des artistes visionnaires, mais il y a des œuvres visionnaires. On peut trouver des œuvres visionnaires dans la féerie. Moi, il y a des œuvres, par exemple, de Brian Froud ou Alan Lee, qui sont totalement visionnaires. Ils ont des choses, de la lumière qui émane de ces choses-là, et ils travaillent pourtant sur les lutins, les fées et des choses comme ça. Il n'y a pas des Good Fairies de Brian Froud, c'est étonnant. Il arrive à peindre le fait, au bout d'un moment, ce n'est plus que l'énergie et la lumière. Donc on n'est plus dans l'illustration, on est dans la peinture et on va vers ça. Et donc c'est une grande... ça peut être onirique, ça peut être fantastique, ça peut être science-fiction. Moebius, par exemple, un des maîtres de la bande dessinée et de la science-fiction, pour moi, est un visionnaire. Il a un monde complètement hallucinant. Skeuten, pour moi, est visionnaire dans le propos des cités obscures. C'est plus vaste que simplement des paramètres fixes, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, là, ce qu'on comprend, c'est que l'art visionnaire, c'est pas un mouvement à une période donnée, c'est pas non plus un style esthétique défini. C'est quelque chose qui va traverser l'histoire. Tu disais, ça peut partir de la préhistoire jusqu'à nos jours, et ça peut passer par des moyens d'expression esthétique divers et variés. Par contre, c'est quand même vachement pictural. On est sur de la peinture et peut-être parfois de l'illustration, mais il n'y a pas de sculpture visionnaire. Pitt, Ça peut, oui. Ou ça peut. Je dirais que Pitt fait une forme de peinture visionnaire. Elle est en mouvement, elle exprime de la lumière. Je pense qu'elle est assez visionnaire. C'est plus compliqué. Même cette sculpture qui est dans le nouveau édition de Naya, avec il y a une sculpture, je ne sais pas qui a fait, avec un homme avec les bois de serre. Ça, c'est très visionnaire, par exemple. Mais il y a quand même une école qui s'appelle une école visionnaire aujourd'hui, qui est très ciblée, parce que si vous regardez en ligne, et c'est très intéressant parce que c'est très marqué par tout ce qui est ligne et boule. Et les lignes, c'est Martina, et les boules, c'est Venosa. Et c'est les écoles qui étaient inspirées par ces deux artistes. Et on fait Google et on a un tas des images et c'est un style ciblé, jusqu'à le point que j'ai dit, bon, ça, c'est pas moi. Tu fais référence un peu à la peinture psychédélique. C'est le psychédélique États-Unis, comme il a dit, mais je suis 100% d'accord avec toi que c'est une chose qui date jusqu'aux les grottes de Lascaux. Oui, et puis on pourrait aussi contextualiser un peu ce qu'on vient de discuter, parce que vraiment, l'art visionnaire surgit dans chaque âge, c'est-à-dire que dans chaque école, qui ne peut pas forcément être visionnaire, il y a peut-être un artiste qui est visionnaire, ou bien un peintre qui n'est pas du tout visionnaire. Il fait plein de peintures différentes, mais tout d'un coup, il y a une ou deux œuvres dans son œuvre complète qui est tout d'un coup visionnaire. Par exemple, Turner. C'est pas forcément de la peinture visionnaire, mais parmi ces tableaux, il y a des tableaux, pour moi, c'est hyper visionnaire, parce que ça nous emmène tout d'un coup, il traverse cette réalité, il va ailleurs, il va dans une réalité beaucoup plus expandue. Et à travers les âges, vous pouvez penser à
Jérôme Bosch, c'est ou Hildegard von Bingen, Ah oui. visionnaire c'était quoi? C'était le 15e ou 16e? 11e. 11e, oh Et shit. à la fin non, 12e, à la fin du 12e. Et après Jérôme Bosch, il y a Archimboldo, le peintre qui a fait les portraits faits de fruits ou d'objets. Après, il y avait, qu'est-ce qu'on pourrait penser? William Blake. William Blake. Yeah. Il y a aussi Richard Dead, le romantique anglais. Et toutes les romantiques, parce qu'ils ont Oui. symbolisé Voilà. toutes ces... C'était le revival, c'est la renaissance de toutes ces histoires qui étaient basées dans le grec, qui étaient basées dans la Mésopotamie, mais c'était ces mythologies qui sont traversées jusque-là. Exactement. Toujours ouais, avec un rapport un peu au sacré, au mythe. C'est toujours sacré mythe pour moi, le visionnaire. C'est pas qu'une vision, on va pas regarder. Ou comme Pascal, tu as bien dit, c'est la lumière. Parfois, on n'a pas forcément besoin d'avoir un symbole de quelque chose de sacré, mais c'est plus une sensation et un jeu de couleurs, de lumière, de forme qui donne un type de... Oui, on dit sacré, mais c'est pas forcément religieux ou. C'est ça. C'est pas peut être, forcément voilà. lié à une croyance, mais en tout cas, c'est Voilà. une manière de transcender la réalité qu'on connaît. Qui est collectif. Spiritualité. Une sorte d'élévation. Ou bien, voilà, ou juste une expérience mythique. Oui. C'est ce qu'on appelle une expérience mythique. Par exemple, il y a un mot qui définit très très bien aussi la peinture visionnaire pour moi, c'est la luminosité. C'est quelque chose qui a été, un terme qui a été inventé par un philosophe, un théologien allemand, Rudolf Otto. Et puis à la fin du 19e siècle, et pardon, Jung il en parle, il était très inspiré par Rudolf Otto. Et luminosité, ça veut dire c'est une expérience, déjà c'est une expérience qui est vraiment au-delà du réel, au-delà du normal. On ne peut pas vraiment la décrire, c'est très difficile à décrire parce que c'est une réalité qui n'existe vraiment pas dans notre réalité de tous les jours du quotidien. Et après, il peut aussi avoir une dimension qui nous donne peur, qui peut être stupéfiant, qui peut nous faire, qui peut donner des angoisses. Et après, il y a aussi un autre niveau qui décrit la luminosité, c'est une espèce d'expérience de grâce quand on a ces expériences et quand on voit des images qui nous emmènent, une luminosité. Et c'est vraiment, comme dit Pascal, c'est la lumière qui est ce qui réunit beaucoup les tableaux des visionnaires. C'est une lumière qui a l'air de surgir du tableau et qui a l'air de venir de partout. Dans la peinture visionnaire, vous voyez beaucoup de fois, c'est pas forcément une lumière qui vient d'un côté ou d'un autre, mais elle vient un peu de partout. Alors il y a beaucoup de liberté dans la peinture visionnaire. Pourquoi? Parce qu'on exprime des espaces qui ne sont pas matériels. Alors c'est vraiment une expression d'une existence qui est autre de ce qu'on voit, dans la vie. Genre le conscience collective, parce qu'on est tous d'accord dans la conscience collective, ça c'est une verre. Voilà. Mais dès qu'on sort de traverser, spécialement les fortes plantes comme l'ayahuasca, comme on voit les choses plutôt énergiques que matière. Tout est énergie de toute façon. Mais comme on prend certaines plantes, on peut voir les choses, on peut transcender la réalité collective pour voir qu'il y a une expérience qui est au-delà de ça. Est-ce que du coup l'un de vous peut peut-être nous raconter une expérience en état modifié de conscience, qu'on se rende compte un peu concrètement qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on sent exactement, et du coup comment on fait pour le retranscrire ensuite sur une toile? Tu crois qu'on peut? Ah bah oui, vous savez. Oui, mais on essaie, c'est ça notre boulot. Non mais on ne dit pas comment vous arrivez dans cet état modifié de conscience. Ça dépend de quoi. Après, moi, je veux bien raconter un petit truc. Ouais.
Bon, j'espère que je ne serai pas la même. Non, mais t'es J'ai particulièrement... j'aime beaucoup les champignons. fort. Non, ça, je préfère pas le dire trop Oui, fort. ok. Ne prenez pas de drogue. Non, c'est pas le but. Hein. C'est pas ça. Voilà. Non. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait comme il a eu 15 ans, donc le statute of limitation, c'est fini. Non, C'est la garantie. Oui, c'était légal. Juste pour quand tu nous demandes, voilà, juste les états modifiés. Modifiés ou pas modifiés pour moi, parce que pareil, on passe dans une autre réalité qui est peut-être plus juste que notre réalité actuelle. Voilà. Qui est aussi une réalité. Qui est une autre C'est réalité. ça qui est intéressant, c'est Voilà. qu'on n'est Qui est- presque pas dans l'imaginaire en fait, Voilà. on est dans une autre réalité. Exactement, Voilà, les je scientifiques suis d'accord. parlent de Pour moi, ça, c'est le comme vrai. quoi cette réalité matérialiste n'est que une simulation holographique. Donc ça, c'est une possibilité qui émane de scientifiques. Donc pourquoi pas. Donc quand on passe dans une autre réalité, elle est peut-être plus réelle en réalité que celle-là. Ça, je sais bien. Mais... Non, il y a aussi des... Je vais juste repartir au début. On m'a déclaré mort à la naissance, pour commencer. Donc là, j'ai commencé par faire une petite mort imminente et faire un voyage, que j'ai raconté après quand j'avais 12 ans. À peu près, j'ai écrit tout ça. Lors de ce passage entre la vie et la mort, avant que je revienne pour m'incarner ici, j'ai eu des visions, et des visions dans une sorte de... Parle assez fort. Ça va? Parle plus fort. Ah oui, n'hésitez pas à... Oui, Oui, n'hésitez pas. Donc, à ma naissance, on m'a déclaré mort. Et donc, j'ai fait une mort imminente, et avant que je revienne, j'ai tout enregistré, et à mes 12 ans, j'ai commencé à écrire ce que j'avais vécu. En gros, et très rapidement, je me suis retrouvé dans une espèce de sorte de vaisseau, avec des êtres très grands, hydrocéphales, et qui étaient en train de nettoyer mon corps. Mais un corps d'adulte, pas un corps de bébé. Et après, je suis revenu, comme bébé. Et lors d'une expérience avec Martina aux États-Unis, on a pris des champignons, voilà, pour faire un voyage. J'ai retrouvé les mêmes sensations, et surtout, j'ai pris Martina dans mes bras, je l'ai enlacée, et j'ai traversé moléculairement Martina. C'était un effet particulièrement étonnant. Et là, je me suis retrouvé dans ce même vaisseau qu'à ma naissance, avec les mêmes êtres qui étaient en bas. J'étais en haut de l'escalier, et je leur ai fait coucou. Je suis de retour. Ils étaient tout contents de me revoir. Ça fait partie des états modifiés de conscience. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'en est pas une? J'en sais rien. Quand je peins, j'ai besoin de rien. Je marche à la flotte, et depuis longtemps. Parce que je pense que quand on a commencé à accumuler des voyages spirituels, qu'ils soient par méditation, qu'ils soient par des substances sacrées pour moi, Martina, l'ayahuasca, je connais parfaitement, Iba aussi, des choses comme ça, je pense qu'on enregistre dans notre corps, il y a une mémoire cellulaire, on n'a plus vraiment besoin de prendre des substances parce qu'on les a vécues, on les a en nous. Donc c'est juste un effet après quand on se met à dessiner, peindre, sculpter, je ne sais quoi. Quand je me mets à peindre, je me mets juste dans un état de méditation. Et je ne sais absolument pas ce que je vais peindre. D'autres vont savoir. Iba, tu sais. Oui, Voilà. Donc vous voyez déjà, rien que ça, c'est des états différents. différent. L'art visionnaire, c'est pas juste dire c'est comme ça. Non, on peut aller par plein de chemins. Moi, au début, je dessinais, je projetais dans ma tête ce que j'allais peindre. Ça fait maintenant 10-12 ans que c'est fini, c'est terminé. Je veux absolument pas savoir ce que je veux peindre. Je veux être dans un état de transe, par moi-même. Comme je dis toujours, quand ça fonctionne, c'est que je suis relié à la source. D'autres y verront ce qu'ils veulent, moi je dis ce nom-là. Et là, c'est le vrai bonheur pour moi. Parce que là, je peux trouver une sorte d'émerveillement à la création que je ne peux pas trouver quand je dessine quelque chose qui est prévu. J'ai déjà perdu mon énergie, moi, à le dessiner. Là, je ne sais pas ce que je vais faire, donc je suis relié au tout, à un autre univers, à tout l'univers, au moléculaire, au macrocosme, au microcosme, à tout. Et là, je peux avoir une sorte d'émerveillement parce que je ne sais pas ce que je vais dessiner. Ce qui apparaît pour moi, c'est quelqu'un qui me l'offre, quoi. Je ne sais pas qui me l'offre, mais ça m'apparaît. Donc, c'est très jouissif pour moi, ça. Et c'est en ça que, pour moi, c'est ma vision de l'art visionnaire. C'est-à-dire que les visions me sont données. Je suis que le canal de quelque chose. Je ne suis pas le peintre, à la rigueur.
Je suis juste l'âme. Mais je sens comme ça, comme je planifiais, sauf pour le doodle diptyque, le tableau qui est là, ça c'était fait comme ça. Sans penser, je sais, doodle en français, je ne suis pas sûre, mais c'est comme vous êtes dans une cour, comme vous étiez petite, et vous avez eu une cour qui vous ennuyait. Vous faites quoi? Vous dessinez dans votre cahier. Ça, c'est une doodle en anglais. Et donc, j'avais fait une doodle diptyque qui était exactement comme... Ah, voilà, c'est celui-là. Mais en général, comme Pascal vient de dire, moi, j'aime bien planifier parce que j'aime bien exprimer certains rêves, certaines visions que j'ai eues et je veux le mettre ça c'est carrément symbolique, mais par exemple, si vous avez le Mayan jaguar, vous avez une grande avec un jaguar. Ah bah, ça c'est une vision ayahuasca. Mais comme on a le truc avec une rêve ou une vision, c'est pas stationnaire. Ça c'est une image. Donc, la raison que j'ai pensé à la Mayan Jaguar, c'était un rêve. Donc, il faut prendre toutes les séquences de la rêve et prendre toutes les parties importantes et faire une image. C'est pas un film. Donc, il y a quelque chose dans le dessin qui est déjà en train de sortir. Et après, comment on le met et les couleurs, il y a un voyage comme on peint et on comprend aussi la vision beaucoup plus profondément, comme on est 6 mois devant une toile en train de entrer dedans et de peindre, on comprend plein de trucs sur cette rêve ou cette vision. Oui, c'est un moment en fait très fugace, une vision qui dure peut-être une microseconde et qui ensuite devient des mois de travail. Ouais. Et donc il faut choisir le moment qu'on fixe sur la Voilà, c'est jamais une microseconde, mais, oui, c'est beaucoup moins que 6 mois. Voilà, c'est quelques heures, oui, voilà. Voilà, donc c'est toujours pour moi, même si je planifie, parce qu'une partie de la planification, c'est aussi le voyage. Comme on dessine, pour moi, c'est une partie de le voyage. Qu'est-ce que je vais choisir? Voilà. Et toi, Martina, est-ce que tu prépares un peu plus comme Liba le disait ou tu es aussi très... Pas du tout, non? Non, j'ai commencé comme ça. Au début de mon travail, j'ai travaillé plutôt un peu dans un style... moitié photoréaliste et puis déjà un peu visionnaire avant que je suis devenue une peintre beaucoup plus branchée dans le visionnaire. Mais à fur et à mesure, je dessinais un peu, je planifiais un peu, mais à fur et à mesure, j'ai lâché ça complètement et ça m'a donné une liberté folle de vraiment juste travailler mon tableau. Je commence avec un fond très, très, très abstrait. Dans la peinture dite contemporaine, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est bien, c'est beau ton tableau, tu peux le laisser, Martina. » Mais pour moi, c'est le début, parce que je regarde ces formes amorphes que j'ai créées et je commence à voir des formes que je commence à travailler, je les sors à fur et à mesure. J'utilise une technique assez ancienne, c'est la miche technique des frères Van Eyck, où on travaille la forme. On produit une forme en 3D en utilisant du blanc et des ombres. Et après, la couleur, elle est mise en glacis beaucoup plus tard, quand l'image est déjà complètement prête en monochrome. Bref, ça, c'est la portion technique. Mais alors, je sors donc ces formes et à fur et à mesure, je les relis. C'est-à-dire, je les fais se parler entre eux. Et c'est pas moi qui décide. J'ai toujours l'impression, quand je peins, je suis vraiment dans un état de conscience expandue, si tu veux, où je suis. C'est comme une méditation profonde où je suis vraiment plus dans ma pièce. Je suis vraiment dans ce rapport avec ma toile. Et c'est comme si mon corps bougeait, je donne ma main pour que le pinceau bouge par soi-même. J'ai l'impression que ça se fait comme ça. Et c'est comme... certainement, il y a une portion de moi qui va choisir les émotions, les formes,
les rapports que je vois dans les formes, parce que tout se passe à travers de mon système qui est le filtre de ma réalité, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des informations qui viennent, très comme dans la méditation, et il y en a certaines qui résonnent plus avec moi, et elles se manifestent sur la toile. Et à fur et à mesure, ce dialogue entre le tableau et moi commence à écrire une histoire. Et c'est pas moi qui décide ce que je vais peindre, c'est la toile et nous tous ensemble, enfin peut-être cette source, cette force extérieure, ou un esprit ou une énergie, c'est ça qui me donne, qui me porte la main dans mon travail. Bah, Oui. Sorry. Alors, oui. Alors, c'est toujours, chaque tableau est toujours une surprise pour moi. Je sais pas forcément ce que je vais faire au début d'un tableau. Et ça me donne vraiment beaucoup d'espace et je peux créer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Et pour moi, les gens qui disent « Ah, je suis pas inspirée, je suis bloquée », je sens ça rarement parce que pour moi, la source de l'inspiration, elle est infinie. Il n'y a pas de fin à ce qu'on peut créer parce que y a pas de... L'univers est infini, alors voilà, c'est sans fin. Nous, et puis puisqu'on est une réflexion de ça, on est part de l'univers, alors pourquoi nous, on serait bloqués ou limités? On n'est pas limité. Pas complètement. Voilà. Ah bah, c'est un autre débat. Là, je ne veux pas aller dans la philosophie et tout ça. Voilà. Mais j'ai la même sensation que toi dans le sens, moi je sais qu'est-ce que je vais faire peindre, sauf dans le doodle diptyque. Par contre, c'est juste le début. Et toujours avant que je commence de peindre, Après, ça bouge. Ça bouge. Après, je sais jamais quelle couleur, il change, et il va jamais être exactement comme le dessin principal. Mais je sens exactement la même chose, que je suis une vaisselle. Comment on dit silkscreen? Un vaisseau. Comment on dit silkscreen en français? Silkscreen. Quand on imprime sur la soie. Soit vous presse l'encre traverse le soie. C'est une impression. J'ai toujours senti comme chacun de nous, c'est une unique forme. Et on prend l'universel, on prend l'infini et on traverse nos formes. Donc, si on est vraiment dans notre vision, c'est l'infini qui traverse nous dans nos façons uniques. À la Martina, à la Pascal, à la Liba. Moi, je fais pas de peinture visionnaire. I was about to say you, but I stopped. Mais oui, du coup, il y a presque, quand on vous entend parler, quelque chose. Enfin, oui, comme tu disais, Pascal, à la limite, je suis pas le peintre. Oui, et il y a ça, je sens 100%. Je suis un outil, en fait, de exact. Autre chose. Je donne même les offrandes à Saraswati, qui est une de les grandes déesses hindoues pour les arts, et pour la lettre même, qui est le créateur et l'amour. C'est dans un système ésotérique, mais pour moi, c'est la base, c'est l'énergie de ça qui est créatif et ça qui est basé dans l'amour. Parce que pour moi, c'est l'amour, c'est la seule vision que je veux. Il y a aussi, on voit dans l'art visionnaire en général, même un lien à la nature. Enfin, tu parles d'amour. Oui. Amour de nature. La nature. Et je pense que c'est lié à ce que vous disiez, du fait qu'on pensait qu'on est lié, que chaque élément en fait qui existe Absolument. est lié. Et donc la nature, c'est aussi nous. Absolument. Est-ce que vous pouvez parler de votre lien personnel à la nature, peut-être? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir peindre sur la nature? Ouais. Alors ça m'amène aussi encore sur ta question d'avant, parce que tu avais demandé qu'on partage un peu une expérience. Voilà. Alors pour moi, ma première expérience consciente d'un autre monde, c'était dans la nature, quand j'étais enfant. Et je me sentais, je ne sais plus ce que c'était, mais je me sentais un peu... j'étais déçue du monde déjà, voilà, j'avais peut-être 5 ans, et puis
Alors j'étais triste et je suis allée dans la Je me nature. permets de poser le téléphone, j'entends pas bien. Ah oui, ok. Et puis je suis allée dans la nature, je me suis mise sous un arbre et tout de suite, je me suis sentie bien, comme s'il y avait quelque chose qui me tenait. Et il y avait aussi une espèce de lumière, de quelque chose de vivant, une énergie peut-être. Et j'ai retrouvé tout ça plus tard quand j'ai appris la respiration, la méditation et aussi quand j'ai eu ma première expérience antiogène, c'est-à-dire avec une substance psychotrope. Et dans cette expérience, j'étais dans les montagnes en Espagne et je me suis promenée et tout d'un coup, j'ai eu il y avait un grand champ de fleurs devant moi et je me suis assise et tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune séparation entre ce moi et tout ce qui était autour de moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ma conscience était dans chaque chose. Donc j'étais donc la fille qui regardait les fleurs et j'étais chaque fleur qui regardait la fille. Et en même temps, j'étais chaque chose dans la nature, donc les montagnes, les nuages qui regardaient tout. Et après, il y avait aussi un élément, c'est ce qu'on appelle beaucoup dans le chamanisme et dans les voyages psychédéliques, c'est ce qu'on appelle le témoin, c'est-à-dire j'étais dans une comment dire, une position un peu altérée où je voyais tout. Alors ça, c'était... Comme une sorte de narrateur omniscient. Voilà. Alors c'était vraiment ma première expérience de voyage comme ça. Et après, j'en ai fait pas mal avec l'ayahuasca aussi. C'est encore un peu différent. Et parce que je les ai fait dans la jungle avec les chamans. Et puis là, c'est vraiment particulier parce que là, on entre dans un monde qui est indigène, c'est pas notre culture. Et j'étais quand même étonnée à quel point j'étais capable de communiquer avec les plantes et à quel point ils m'ont montré des choses que je n'avais pas vraiment expérimenté avant, c'est-à-dire avec l'ayahuasca, il y a certains totems, animaux totems, comme les serpents, comme les jaguars, ils sont venus, je les ai expérimentés, je me suis même transformée en jaguar. J'ai eu l'expérience magnifique d'être dans un corps de jaguar et de sentir comment se sent cet animal. Et là, je vous dis, on n'est pas grand-chose, être humain. Un jaguar qui a cette puissance physique où chaque pas, chaque mouvement est parfait et d'une puissance et d'une grâce et d'une sécurité, je peux pas, c'était comme si c'était orgasmique d'être dans un corps qui fonctionne au maximum tout le temps. Alors ça, c'était, par exemple, c'était plusieurs expériences. C'est du bol, parce que ça aurait pu être dans un verre solitaire. Parce que j'ai jamais vu ça. Voilà. Et du coup, là, on a parlé un peu d'ayahuasca. Est-ce que vous pouvez nous dire quels usages sont faits de cette plante-là? Parce qu'en effet, c'est pas dans nos cultures occidentales. Là, toi, tu en as fait l'expérience en Amérique du Sud, j'imagine. Quels sont leurs usages là-bas de cette plante? Pourquoi ils l'utilisent? Est-ce que c'est médicinal? Est-ce que c'est le plaisir? Voilà. Non, c'est pas un voyage plaisir. Hein. C'est vraiment un outil pour. Moi, je l'appelle le miroir, un miroir nettoyé, parce qu'on se voit dans ce miroir. C'est traversant. Et c'est très intéressant. Ton histoire de le jaguar, parce que moi, j'avais eu dans un rêve, c'était pas ayahuasca, mais dans mon rêve, le serpent, j'ai mangé le serpent, et dès qu'il était dans mon corps, j'ai eu la possibilité de regarder à travers les yeux du serpent. Et j'ai eu un autre rêve où il y a l'aigle qui a me mangé à la même temps que je mangeais l'aigle. Un peu comme une Ouroboros, mais avec un aigle. Mais
la ayahuasca, c'est vraiment pour soigner les gens. Et dans les Amazones, pas que j'avais fait dans l'Amazone, j'avais fait tout en Europe, mais dans l'Amazone, il prend 5 ans d'entraînement avant qu'il boive. Et c'est pas la personne qui est malade qui boit, c'est le chaman qui boit. Donc, avec toute la mode de ayahuasca, il y a plein de gens qui n'étaient pas prêts de prendre ça. C'est très, très fort. Je me souviens, la première fois, j'avais déjà eu les psychotropes pour 30 ans, comme j'ai pris. Je suis grand-mère d'une petite fille de 21 ans. Je ne suis pas très jeune. J'ai eu 30 ans avant que j'ai pris l'ayahuasca et j'ai pensé, waouh! Maintenant, je comprends pourquoi. Moi, c'était très lucide. J'ai eu les rêves lucides depuis mon enfance. J'ai eu les tripes psychotropiques depuis mon adolescence. Donc, je n'étais pas choquée, mais j'ai noté que c'était vraiment la grand-mère. Hein. Ça n'a rien à voir avec toutes les autres plantes. Mais c'est ça l'enseignement. Pour moi, c'était le plus grand enseignement avec les champignons. Parce que mon premier voyage, était avec les champignons. Et là, j'étais comme toi. J'étais connectée avec tout. Et c'était une histoire de réaliser. J'ai fait face à toutes mes peurs. J'étais toute seule dans la forêt et tout à coup, j'ai eu peur que je ne vais pas trouver mon façon de rentrer à la voiture parce que j'étais allée un peu loin toute seule là, de mes autres amis et j'avais pris un champignon et j'étais assise dans la forêt et j'ai eu l'impression que tout était en train de parler, que comme et pas que parler, il était en synchronisation avec moi, comme j'ai eu une type de révélation, tout à coup, une petite vente se lève. Comme j'ai eu une mauvaise pensée, un truc se cassait. Et les Chinois disent ça, ils disent c'est pas cause and effect, c'est pas une chose créée, cause l'autre d'arriver, c'est une chose de travailler à la même temps en synchronisation avec l'autre. C'est très chinois cette idée. Mais c'est exactement le même trip. Dès que j'avais commencé d'être peur, comme on est petite et on a les monstres sous le lit. Et on ne veut pas laisser les pieds pour qu'ils nous attrapent. Et là, je suis mise debout et j'avais tourné physiquement 360 degrés. Et pendant cette période de tournant, j'avais fait face à toutes mes peurs. Et comme le cercle était complet, tout à coup, j'ai eu une sensation de la terre qui a fait... Et ça sortit ma bouche et j'avais fait une grande bruit, un roar. Et à ce moment-là, j'étais connectée avec tous, comme toi. Connectée avec tous. Et j'ai réalisé pourquoi j'ai peur. Si quelqu'un prend une machette et me coupe en morceaux, je suis la machette, je suis la main qui tient la machette, je suis tout. Que cette peur la peur, il est tellement auto-créé et on n'a pas besoin d'être dans cette peur. Et donc, à ce moment-là, j'avais eu une réflexion sur la totalité et c'est ça qui m'a tiré de l'expérience parce que j'étais en train de réfléchir sur l'expérience et j'ai arrivé d'être humaine dans mon corps et j'étais tellement dans un état de grâce, comme tu as parlé, cet état de grâce que j'ai mis ma tête sur le sol et j'étais en pleurs et j'ai embrassé la terre et tout à coup il y a un monsieur qui vient vers moi, j'étais dans la forêt, il vient vers moi avec 3 pierres et j'ai regardé les 3 pierres et je dis c'est quoi? Il dit c'est les pierres et tout à coup toute mon énergie et j'étais complètement grounded again. Et j'ai réalisé que même ça, parfois, il n'y a aucune coïncidence, aucune random chose. Tout a une raison, tout a une place et tout a un temps. Et voilà.
Oui, je suis bien d'accord. Et puis, oui, vraiment, je voulais dire aussi que, parce que tu as demandé, euh, bah, qu'est-ce que c'est ces voyages? Enfin, les voyages, pour expliquer, c'est pas quelque chose, c'est très mal compris, surtout dans l'Occident, parce que normalement, les voyages chamaniques, c'est dans les tribus, ça se fait avec beaucoup de soutien de la tribu. Il y a beaucoup de préparation. Il faut manger, nettoyer bien avant de faire des voyages. Et comme dit Liba, beaucoup de fois, c'est même pas tout le monde qui prend ces voyages, c'est le chaman qui voyage et qui ramène les informations pour la tribu. Et maintenant, puisqu'il y a certaines substances qui sont devenues une mode, alors c'est très bien qu'on se réveille et puis on est peut-être aussi arrivé à un autre temps dans le monde. Pour moi, il faut se dépêcher un peu parce qu'il faut qu'on se réveille ensemble. Et pour ça, la peinture visionnaire, elle peut quand même elle peut quand même nous emmener à quelque chose pour qu'on se réveille ensemble, des images qui sont un peu fortes et qui nous bousculent, qui nous déchirent les paradigmes, un peu comme le travail de Marc dans ses magnifiques films qu'il a fait. On nous montre, on nous met un miroir. Oui. Et puis ce miroir, il est là pour qu'on change, parce que le monde, il faut qu'on change notre comportement ensemble pour qu'on change notre écologie. La nature, elle souffre, nous on souffre avec, et puisqu'on est tous reliés et interdépendants, il faut qu'on travaille vraiment ensemble. Oui. Ça, c'est la grande leçon qu'on a traversé les plans, au moins pour moi. C'est une connexion à la nature, mais pas que la nature, tous, on est même le plastique. Hein? On est tous, mais on ne veut pas être plastique, on veut être lié avec les petits fleurs, s'il vous plaît. Ce qui m'amène à, oui, selon vous, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, donc, vous nous racontez un petit peu ces expériences assez folles qu'on a du mal parfois à s'imaginer. Donc pourquoi c'est important d'en faire des peintures et de les montrer? On va laisser les pauvres mecs qui le filent parler. Vous avez tous remarqué qu'un seul mec à côté de cette femme, il a perdu. Là. Alors, par contre, on a Yann Kounen qui... Il y a Yann qui arrive, on va le laisser quand même un peu. On va peut-être le laisser... Yann! Coucou! Salut Yann! Voilà. Hello! Est-ce que tu nous entends? Salut! Alors, je te montre. Hop! Bonjour! Alors, malheureusement, je ne peux pas mettre Yann sur la télé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Yann? Oui, bien sûr. Je suis Yann Kounen, je suis cinéaste, mais aussi dessinateur. En tout cas, j'ai dessiné un album de BD récemment. J'ai écrit des livres sur le sujet des états modifiés de conscience, l'usage des plantes en Amazonie. Voilà. Donc, les états modifiés de conscience, c'est un petit peu un espace que je parcours. À titre personnel, mais qui en même temps est celui aussi d'un cinéaste, puisque le cinéma c'est aussi un vaste état modifié de conscience qui est proposé aux spectateurs à travers une histoire. Voilà, donc ces deux se rejoignent là et j'essaye, avec différents arts, souvent d'explorer ces espaces. Et ceux de l'art visionnaire aussi d'une certaine manière, même au cinéma, si c'est pas en peinture, il y a c'est aussi ce même. Ok, alors on a déjà beaucoup parlé d'état modifié de conscience avec Liba, Pascal et Martina qui nous ont raconté un petit peu ce que c'était. Est-ce que toi tu peux nous dire peut-être comment ça te sert dans le cinéma en fait? Comment ce rapport-là que tu as au visionnaire est utile dans ta pratique du cinéma? Comment c'est utile? C'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est quoi les états modifiés de conscience? C'est un espace, donc vous en avez parlé, mais je vais juste dire comment moi je le perçois. C'est un espace où vous retournez un petit peu
le regard sur le processus qui est en train de se passer en vous, à la fois organique, dans le phénomène des pensées, des perceptions, des sensations, pour ouvrir une porte à l'inspiration. C'est-à-dire, en fait, c'est d'arrêter d'une certaine manière un cheminement qui n'est que dirigé dans la tête d'un mental qui va gigoter les idées, ce qui est un processus clair de création, et qu'on utilise aussi beaucoup, pas dans le cinéma et dans tous les arts, c'est-à-dire à un moment donné, cette joie d'avoir des pensées qui rebondissent les unes sur les autres. Mais j'ai trouvé avec le temps et la pratique que la meilleure façon de faire, c'est au contraire d'être d'abord, c'est d'être disponible à l'inspiration. C'est-à-dire que même si, par exemple, quand on va chercher à écrire un film ou à réfléchir à comment tourner quelque chose, on va se forcer un peu dans un processus. Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que s'il n'y a pas d'inspiration, c'est-à-dire que si l'idée ne vient pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment et que c'est peut-être pas la bonne chose en fait, c'est peut-être pas la bonne piste. Donc je me fie beaucoup à mon intuition. Pour moi, l'intuition, c'est un savoir qui est inscrit dans le corps et l'esprit aussi, mais pas dans le mental. Et donc on se fie naturellement à l'intuition pour savoir si on a une bonne idée, on sent que le corps frétille, mais voilà, je crois beaucoup à cette attente. Alors, les états modifiés de conscience, je dirais d'abord l'inspiration, c'est-à-dire juste ouvrir la partie perméable. Par exemple, quand on va s'endormir, quand on se réveille, et puis être disponible au fait que ce ne soit pas le moment d'avoir les idées, mais elles arrivent. Donc, il faut se lever peut-être un moment dans la nuit, passer la nuit à écrire. C'est être soit disponible à l'inspiration quand elle se manifeste. Ça, c'est le premier point. Et après, dans les états modifiés de conscience, je dirais que, en fait, c'est comme une porte où ce qui va vous traverser n'est pas forcément de vous, c'est pas forcément... On a toujours ces idées, c'est cette idée, cette pensée que nos idées sont nos idées. Moi, je dirais que avec les états modifiés, c'est plutôt on est traversé par des énergies, reliées à l'inconscient collectif, reliées au monde des esprits. Pour les Amazoniens, c'est la façon de le verbaliser. On est relié à tout ça. Et à un moment donné, on va métaboliser, à travers notre pensée, notre idée, on va métaboliser une énergie qui nous traverse. Et voilà, c'est cet espace. Et donc pour ça, il faut être plutôt disponible à ne pas attraper les premières qui passent, à être un petit peu en attente, un peu dans un affût, mais doux, ouvert, pour que depuis un sentiment positif ou un sentiment de paix puisse venir vous traverser. Et c'est un état modifié de conscience, on peut l'obtenir simplement par la méditation, hein, voilà, l'obtenir et à partir de là, on va avoir quelque chose de plus impersonnel qui est à la fois vous, mais pas totalement vous. Vous êtes juste la métabolisation de cette chose qui vous traverse. Et ça, j'avoue que c'est voilà, ma façon de me relier aux états modifiés, mais de manière homéopathique, mais régulière, c'est-à-dire par de l'écoute, par un ralentissement, par être disponible, par croire à une intelligence supérieure en soi qui est celle de son intuition, qui vous relie à une intelligence plus vaste qui est celle du monde et qui peut vous traverser, être vigilant à la nature de ce qui vous traverse, pour ça reposer sur la sensation corporelle et voilà. Et petit à petit avancer comme ça dans ces espaces. Et donc il y a ça. Et après, pour les états modifiés, moi j'utilise plusieurs outils. Je dirais ceux de notre monde, je fais souvent la Roxiva, qui est une lampe à fréquence qui vous place dans des états modifiés de conscience différents en fonction des programmes. C'est-à-dire, c'est une lampe qui envoie des flashs lumineux
Voilà, c'est des Ah rythmes oui. lumineux, différents hertz qui vont vous amener en alpha, en bêta, qui vont forcer votre cerveau à un peu se synchroniser, ou surtout descendre dans des états un peu de rêve éveillé, par exemple, d'inspiration, pour recharger aussi parfois pour reposer. Mais il y a des programmes qui sont vraiment faits pour l'inspiration. C'est-à-dire que vous flottez dans un demi-sommeil visionnaire, parfois, et vous pouvez comme ça être dans un autre espace, placé pendant une demi-heure, une heure, pour naviguer dans l'intérieur de votre monde d'aspiration. Et ça peut être un appui. Bien sûr, les respirations. Moi, j'utilise beaucoup la respiration quasi quotidiennement, des séances de respiration de 20 à 30 minutes, avec des rythmes différents et des rétentions qui permettent de passer en état de conscience modifié. Et je l'utilise pas forcément, tout ça, je l'utilise pas forcément pour l'inspiration d'une chose donnée. C'est-à-dire que je ne suis pas, moi, me dire, tiens, là, je bloque sur mon récit, ou je vais faire une lampe en ayant plein de choses que je n'ai pas résolues, et avec juste un désir presque thérapeutique, simplement de m'équilibrer, de me recentrer, d'être bien. Et à partir de là, s'il y a des choses qui viennent, c'est parce que depuis cet espace, il y a des réponses aux questions que je me pose, et s'il n'y en a pas, je passe à autre chose. Ce n'est pas de demande précise, hein, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai remarqué que quand je cherche quelque chose sur un récit, sur un film, sur quoi que ce soit de créatif, à un moment donné, si je vais avec cet espace psychique faire un exercice d'état modifié de conscience, celui-là va forcément me donner un nouveau regard. C'est toujours cette question de perspective, de regard qu'on a même sur ses propres idées. Et voilà, qui ne sont pas, comme je l'ai dit, tout à fait les nôtres, mais quand on commence à déployer tout ça. Donc, j'utilise ces techniques. Le yoga aussi, avec par exemple le moteur yoga diamant que je pratique régulièrement. C'est au cours d'exercices, il y a des idées même de films qui sont venues, alors je ne les cherchais pas forcément. Mais voilà, donc j'ai souvent associé l'état modifié de conscience à l'état créatif. À part, le seul domaine où je ne l'ai pas fait directement, c'est avec les plantes et l'usage des plantes de l'ayahuasca avec les guérisseurs en Amazonie, où là, je suis purement dans un chemin dans une route qui est pas liée avec les films et la création. Après de ça, va venir le lendemain ou peut-être pendant la cérémonie l'idée de métaboliser par exemple des visions. Ça, c'est vraiment l'art visionnaire. On a une vision et on se dit il faudrait que je la reproduise. C'est ce chemin où cet état que j'ai vu en vision, où je suis ressenti quelque chose, j'arrive à métaboliser quelque chose qui permettrait à quelqu'un d'autre de le ressentir et de communiquer autour de cet espace. Mais je dirais qu'avec les plantes, on est plus dans la médecine. Et après, cette médecine, peut-être, elle rentre dans les projets artistiques. Mais voilà un petit peu comment je travaille avec les états modifiés de conscience. Super, merci beaucoup Yann. Je regarde juste l'heure. Toc, toc, toc. Ouais. On peut peut-être passer un temps de questions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions ou pas dans le public. Mais on peut peut-être prendre un petit temps pour discuter ensemble. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais. On parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement. Et est-ce que justement le côté visionnaire qui est évoqué donc, lors des échanges, est-ce que ça vous alimente? Est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous vous positionnez en fait, par rapport à ça qui est d'ores et déjà un thème majeur dans nos vies aujourd'hui finalement? Alors je répète pour Yann, je pense que tu n'as pas entendu la question. Oui. C'est avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment les artistes visionnaires se positionnent là-dessus. Voilà, est-ce que ça les inspire ou est-ce qu'au contraire... Oui, Ouais. Alors, Pascal voulait intervenir. Ça m'inspire, mais alors absolument pas. Ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. J'ai absolument pas besoin d'inspiration venant d'une bécane. Je pense que je peux la nourrir des millions d'années, mon inspiration, avec justement le tout. Que ça soit un outil
pour d'autres choses, pourquoi pas. Après, c'est fait, c'est lancé, le merdier est parti. Et on ne pourra pas revenir en arrière, comme toute chose. Et si on revient en arrière, ça voudrait dire qu'il y a eu un gros problème. Parce qu'il faudra revenir en arrière. On avait parlé au début du thème d'un temps visionnaire. Je pense qu'on est à la fois un temps très réactionnaire et très futuriste. On est dans vraiment un nœud en ce moment qui part dans tous les sens. On le voit dans notre société actuellement, on le voit très bien en France, mais partout, aux États-Unis, partout. C'est le bordel, clairement. Ça va être très compliqué à gérer. Comment on va se sortir de tout ça? Parce que bon, on nous parle du réchauffement climatique, on l'a vu cet été en Bretagne, il fait quand même beaucoup plus chaud. Après, est-ce que c'est pas un cycle naturel aussi? Aussi. Et nous, on perturbe tout ça. La pollution, je trouve ça encore beaucoup plus grave. Le plastoc, on en a tous dans notre cœur, dans nos reins, dans nos foies, dans nos cerveaux, des nanoparticules. Je parlais avec un élève des cours. Tu as une élève à côté de toi qui fait mes cours de peinture, c'est drôle. Ouais. Qui est passionné par ça. Il me dit, mais tu te rends compte au niveau de la santé, on va pouvoir des diagnostics encore plus rapides et tout ça. Sa maman est morte d'un cancer il n'y a pas longtemps, c'était une copine. Le gars me dit ça. Je suis d'accord, il y aura des bonnes choses, comme toute chose. Mais le même gars qui me dit ça bouffe des bonbons, des fraises tagada à longueur de journée, clope, et je lui ai répondu, je lui ai dit, t'as pas besoin d'une intelligence, entre guillemets, artificielle. J'ai pas besoin de ça pour dire que tu vas crever d'un cancer si tu continues, mon gars. Ça va le faire. Ta mère a eu 3 cancers, toute ta famille en a un, toi tu clopes, tu bouffes de la merde. Là, on va lui arracher toutes ses dents. Un mec, il n'a pas mon âge, hein. Il n'a pas 40 ans. Ou il a 40 ans. Donc, je n'ai pas besoin d'une machine pour me dire ce qu'il y a à faire pour ça. L'inspiration, comme disait Martina, elle est sans fin quand on fait un artiste. Qu'est-ce que j'irais m'emmerder avec des prompts pour pondre des images dont je n'ai rien à foutre? Tout ce que je vois qui est fait par ça, c'est des archétypes en plus. Les mecs, ils ne sont pas foutus parce que la plupart, ce ne sont pas des artistes. Je connais des artistes qui travaillent avec ça, qui sortent un truc, qui travaillent pendant des journées, qui reprennent sur Photoshop, qui bidouillent et tout. Ils arrivent à quelque chose. Ça peut être intéressant. Là, je comprends un cheminement. Mais la plupart des gens qui font ça par amusement parce qu'ils ne veulent pas apprendre, ou ils disent « je ne sais pas dessiner, donc je vais faire ça ». Et qu'est-ce qu'ils font comme prompt? Je voudrais un gentil dragon qui vole avec des écailles. Donc évidemment, ça sort toujours les mêmes images, des images qui n'ont aucun intérêt. Que ça perturbe notre monde, évidemment, mais pas le mien, dans un sens où je fais de la peinture, je fais plus d'illustration, j'ai fait beaucoup de pochettes de disques, des trucs comme ça. J'en fais plus, mais depuis le numérique. Parce que le numérique, c'était le premier pas à ça. Il ne faut pas non plus déconner. Dans les gens qui ont commencé le numérique, c'était beaucoup dans l'illustration, parce que les éditeurs te poussaient à dire il me faut une illustration dans les 2-3 jours, donc tu hop, Photoshop, machin. Et il y a beaucoup de choses, c'est du caca. C'est du caca. Visuellement, pour moi, c'est pas très bon. Et il y a plein de mecs qui ont fait du numérique. Je pense à Rosbach, par exemple, qui est un très bon. Il est revenu à l'aquarelle, à l'acrylique. Le mec, il s'emmerdait avec le numérique. Il y a un moment, quand t'es peintre, t'es peintre. Après, t'as des très bons dans tout. T'as des très bons en numérique. Mais l'intelligence artificielle, ça va nous bousculer, mais beaucoup moins, moi, mon travail. Moi, là j'ai des collectionneurs qui veulent des huiles. Ils veulent ça. Ils ne veulent pas une image faite par ça. Ça va perturber le monde du cinéma. Ça, c'est déjà fait. Là, j'ai eu un copain, il n'y a pas longtemps, Christophe Vacher, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça vous dit sûrement quelque chose. Il a eu des awards pour numéro 9, pour le directeur artistique des Transformers, enfin plein de trucs. Il n'a plus de boulot depuis 2 ans, mec. Hein. Il est aux États-Unis, il était chez Disney avant. En France, il est parti à Disney là-bas, il a bossé avec tout le monde, hein. Spielberg, machin, tout. Burton. Il reprend la peinture, le gars, parce que là, il n'y a pas de boulot, tout est bloqué. Et les studios Warner, par exemple, ils ont viré tout le monde. Ils ont fermé. Tous les animateurs dehors. Et ils rouvrent à Las Vegas avec 2-3 directeurs qui vont faire des prompts et qui vont vous faire des films bientôt. Quel intérêt à ça? J'en sais rien. Je regarde ce qui se passe. Ça s'améliore très vite, en plus. C'est assez bluffant. Mais ça n'a pas le charme
de tes films, ça, alors là, et de loin, C'est pas quoi. pareil. Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, des choses comme ça a une autre gueule. Hein. Franchement. Donc, je vois pas, on fait des stéréotypes, ça tourne en rond, ça sera du caca. Là, ça commence même, on l'a vu, il y a même des gens spécialistes là-dedans qui ont dit que c'est en train de s'autodétruire. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ont fait tout le tour, ils ont tout appris de ce que toute l'humanité, depuis le début, a sorti en images. Donc maintenant, ils sont obligés de créer des trucs entre elles pour s'entraîner, continuer. Ce qui fait, vous voyez beaucoup d'images maintenant avec une espèce de jaune pisse sur toutes les images. Ben, c'est normal, c'est comme disait Martina, tu mets toutes les couleurs, tu touilles, ça fait du caca. Hein. Et bien là, c'est pareil. Donc c'est plus perturbant pour moi les IA et pour vous. Je ne sais pas ce que tu fais comme travail. Je travaille dans le tourisme. Mais je vois les comptables, les traducteurs, les journalistes, les écrivains, mais tous vont être touchés et bienvenue dans le monde du chômage. Hein. Et ça va aller vite. Hein. Ouais. Et quand tu as des mecs comme Elon Musk qui te racontent qu'il y aura un salaire, un revenu universel à tout le monde, t'as jamais vu des capitalistes et des mecs comme ça filer du pognon sans contrepartie. Donc s'ils te filent 2000 boules pour rester chez toi, regarder les conneries à la télé, c'est que derrière, il y a un vrai problème, il y a autre chose. Et ils ne le feront pas, ils ne l'ont jamais fait. Ils ne veulent pas augmenter les gens qui bossent, c'est pas pour filer du pognon des gens qui ne bossent pas. Donc c'est des conneries, on va dans le mur. On va dans le mur. Merci. Yann, tu voulais dire quelque chose sur les IA? Je sais pas, Marc voulait peut-être dire quelque chose. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Là-dessus. Cher Marc. Il parle, Yann. Tu entends? Je pense pas. Du coup, pour ceux qui savent pas, c'est Marc Caro qui est réalisateur, qui est pour une conférence demain. Mais il peut répondre. Oui, si tu veux, tu peux venir. Non, moi je suis d'accord avec toi pour beaucoup de choses. Ça dépend de la motivation et l'utilisation des outils. Voilà. Quand les outils sont utilisés juste pour foutre dehors et piller ce qu'ont déjà fait les gens, je trouve que c'est stupide. Et je trouve que c'est même malsain. Mais si c'est un outil pour essayer des choses, pour explorer de nouvelles possibilités, parce que ça peut être envisagé comme ça, l'IA. Il peut expérimenter des choses. Si moi, par exemple, je l'utilise, mais je le nourris avec mes propres dessins. Voilà. Autre chose, oui. Des fois, ça fait un peu des mélanges auxquels on n'a même pas pensé. On va faire des trucs comme ça, mais non, c'est pour aller, on va faire à la... Et puis, il y a un truc qui s'est mis en place, comme je disais, il y a un certain temps, c'est qu'on fait tout pour qu'il n'y ait plus d'efforts à faire. Ouais. exactement, c'est ça. Ça ne viendrait à personne l'idée de savoir vraiment du béton s'il a pas répété une chance. Exactement. Ça ne viendrait à personne l'idée de faire de la peinture à l'huile s'il n'a pas possible à peaufiner ces mélanges, tout ça. Bon, là, tu penses qu'en 3 clics de souris, tu vas faire des trucs comme tu dis, et tout le temps la même soupe. Ça tourne, ça. Ouais. C'est de la mélasse. Effectivement, si tu sais rien faire, bien une grosse feignasse, c'est une ça va pas nous en... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est des outils. Je suis pas contre les outils humains. Par contre, on peut aller commencer à se balader dans tes propres œuvres d'art et tout ça. C'est des choses. Tu vois, mais ce qui m'intéresse, c'est quand un outil apporte un peu plus. Je n'étais pas très fan de Photoshop. Non. Non. Je fais aussi bien en crayon avec des pinceaux. Ouais, puis quand tu sais bosser, tu vas plus vite. Modéliser des choses que tu ne pouvais pas faire avant avec des formules mathématiques et tu commences à te balader dans des espaces tridimensionnels de fractales et tout ça. Et là tu peux et ça te permet d'autres choses. Oui. Tu vas pouvoir mélanger des trucs et explorer des univers
d'une manière sensible, il ne faut pas possible avant. Ça, moi, je suis d'accord. Le reste, quand c'est pareil. Moi, à un moment, j'ai fait un documentaire sur les robots au Japon. Puis, il y a longtemps, j'ai visité tous les laboratoires de robotique au Japon. Et là-bas, les mecs, on va remplacer tous les travailleurs. Tu vois, c'est un peu comme à un moment les métiers annexés, tout le monde au sabotage, si moi je t'ai dit ça, dans les métiers annexés, pour empêcher de se faire virer. Et là, ok, c'est des robots, ouais, c'est génial, les mecs, ce système capitaliste comme ça, libéral, là, ouais, Ils se frottent les mains. ils se foutent plus en grève, ils ne ramènent plus, ils sont pas manqués de puis le travail 24 heures sur 24, les robots, c'est génial et tout ça. Et puis, il ne rachète pas rien, c'est Ah bah oui. Ce que je dis tout le temps. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on fasse une taxe sur le travail des robots. On peut prendre ce pognon et le foutre aux humains, puis ils achètent le travail des robots. Ouais. Ouais, toujours. Le système, le plaisir de premier, le mec qui ont déjà presque tout et qui en veulent encore. Exactement. Et... Ouais. Ça dépend des motivations. Si c'est des outils qui sont là pour l'épanouissement de l'humain, ouais, d'accord. Oui. Si c'est pour continuer ce truc où personne ne peut partager, ouais. Et c'est vrai parce que... Il se bouffe la queue, le système. Oui. Et c'est vrai, pour revenir à la question, pour moi, très simple, est-ce que ça m'inspire? Non. Eux, les AI se sont inspirés de nous, déjà. Et après, ça dépend des outils. Ouais. Et si c'est pour nous rendre feignasses, et c'est pour moi l'inspiration et la créativité, c'est comme un muscle. On ne l'utilise pas, ça se perd, tu perds les muscles et c'est fini. Alors, vraiment, je trouve qu'il faut... Je sais qu'ils ont fait des coefficient intellectuel humain. Oui, Il de baisse baisser. très vite. Voilà. Oui. Oui, les gens ne savent plus décrire leurs propres adresses. Tu demandes quelqu'un où est-ce que tu habites, au lieu de dire tu traverses la rue, tu prends la deuxième à droite, la prochaine à gauche, ils te disent mais tu n'as pas de GPS. Et je dis mais c'est pas possible. Je connais des gens, ils ne peuvent pas décrire, même à Karnak, leur propre adresse, comment faire du bourg jusque chez eux. Ouais. C'est même comme les téléphones. Oui, oui. Est-ce que finalement, ça ne va pas pousser les gens à utiliser les nouveaux outils de façon non conforme, comme ferait un chaman ou un visionnaire, pour essayer d'ouvrir des nouvelles perspectives, d'utiliser l'outil pas de façon conforme à ce qu'on attend, la façon qu'on utilise, quoi. De le faire sortir du cadre, l'utilisation de façon non conforme. Oui. Moi, je peux répondre à ça, si jamais. Ouais, vas-y. Voilà. Non, mais moi, je n'ai pas tout à fait entendu ce que disait Marc, mais j'ai compris à peu près l'essentiel. Et donc, je vais rester sur le... Je suis assez d'accord sur l'aspect sociétal, hein, et je vais rester et aller vers cette direction de cette question, mais pour un petit peu juste dire un mot par rapport à l'autre question. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui, dans la création d'un film, l'IA va jouer. Elle va faciliter certaines choses, faut le reconnaître. Elle va faciliter tout en étant un outil, hein, ça reste un outil. C'est pas quelque chose que vous n'allez pas lui demander de faire l'image, mais vous allez être assisté comme aujourd'hui dans le cinéma, il y a beaucoup d'assistance technologique. C'est une assistance de plus si elle garde ce poste d'assistanat dans la technique. Par contre, ça va créer, je crois que c'est un peu ce que Marc a dit, et aussi Pascal et tout le monde, mais il est clair que dans le monde du cinéma, surtout dans le monde de l'animation, ça va créer une perte de savoir-faire. Voilà. C'est clair que dans quelques années, ça va être très compliqué parce que aujourd'hui, on va avoir besoin que d'un poste, par exemple le superviseur d'animation, puisqu'il va superviser une animation qui va être réalisée de manière, peut-être par de l'IA.
Et donc, pour accéder à ce poste, il faut connaître toutes les étapes. Donc, il faut avoir été dans toutes les autres étapes, stagiaire, avancer, faire les intervalles, etc. Acquérir un savoir-faire, comme tout peintre, graphiste, enlumineur, décorateur, etc. Donc, il y a des métiers et du savoir-faire qui va se perdre, du pouvoir de concentration qui va se perdre. Mais, néanmoins, il y a un autre facteur qui aussi est intéressant, c'est que les choses peuvent aller beaucoup plus vite, à la limite. Admettons que ce soit un cinéaste qui soit aux commandes d'un projet qui soit entièrement généré par IA, et ben, le gros problème que moi je vois, hein, par là je sors de l'idée artistique déjà, c'est qu'il y a un facteur de temps. Je crois que quand on fait un film, on se plaint parce que ça met 5 ans, 3 ans, 10 ans à se faire, mais ce facteur de temps est un facteur important dans le processus de création. Voilà. Et de mettre un certain temps à faire des choses. Si on les fait très très vite, c'est pas du tout le même process créatif. Et je crois qu'il y a un côté du craft, de l'art, et là je parle de l'art visionnaire de manière plus large, ce qui est craft, ce qui est fait main va prendre de la valeur et aura toujours de la valeur. Voilà. Après, pour répondre à la question directe, bien sûr que toute l'idée, elle est peut-être de détourner ces outils et de leur demander des choses, pas de reproduire ce que nous saurions faire, mais peut-être d'aller, parce qu'il y a une idée qui peut le supporter, explorer des pistes que nous ne pourrions pas vraiment explorer, ça prendrait trop de ressources de le faire, humaines et en temps, et d'avoir une assistance avec l'IA qui va explorer des choses, à qui on va donner certaines choses et qui va explorer, duquel va émerger certaines choses que l'on va retravailler. Hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire il ne faut pas croire que pour un artiste, hein, il y a l'IA, tu fais un prompt et tu as ton image. C'est comme la photographie avec un téléphone. C'est les gens qui vont on est émerveillés parce qu'on peut faire un petit prompt et on a une image quand même intéressante. Voilà, mais c'est pas ça la démarche. La démarche, moi je connais des artistes qui travaillent avec de l'IA et effectivement, je crois que Pascal le disait, c'est sans aller des retours, avec même de la peinture par-dessus, de revoir, de retravailler et d'avoir quelque chose qui travaille avec vous. Et parfois, dans l'art visionnaire, quand c'est fait aussi travailler avec des outils technologiques, des ordinateurs, simplement, il n'y a pas d'IA, mais c'est quand même des choses où on va utiliser d'autres outils. Donc, je pense qu'il faut garder l'IA comme un outil. Je parle là pour l'art visionnaire et pour le cinéma. Il y aura des dommages, je pense, dans les deux domaines, parce qu'on aura une perte de savoir, mais il y aura une valorisation d'un autre côté, en tout cas pour l'art visionnaire, il y aura une valorisation du craft, du savoir-faire, de ce que vous avez appris, ce qu'on apprend en peignant et tout. Maintenant, j'ai un autre truc. Moi, je dirais que plus loin, il y a peut-être une époque, puisque là, en tant que réalisateur, on peut se croire un instant protégé par ça, parce qu'on va travailler avec une IA ou avec une équipe, c'est votre équipe qui va pâtir. Ben, c'est pas vrai. Je pense qu'il y aura peut-être un futur où nous, on sera en train de discuter au café et dit, tu as vu là le dernier film de Karl 28? Ah punaise, parce que les mecs auront créé des IA à base de différents cinéastes, ils auront créé des IA qui fabriqueront des films et qu'on aura envie de voir parce qu'elles auront une particularité, parce que le travail créatif de l'équipe qui a conçu cette IA et le travail délirant qu'ils auront fait auront créé une sorte d'esprit virtuel qui sera organisé ou quoi. Je ne sais pas si j'ai envie de voir ça et si je le verrai de mon vivant, mais je pense qu'on peut très vite pousser le curseur et se rendre compte qu'il y a peut-être des choses intéressantes, des détours, des inventions qui vont surgir au milieu de tout ça, de cet outil. Et il y a bien sûr tout le côté négatif sociétal et sur le travail, et le monde du travail et sur le savoir-faire. Mais néanmoins, moi, je reste optimiste à me dire, pas optimiste quand on voit avec ce qu'on fait avec Internet, forcément, ça nous ressemble en fait. Donc, il faut être optimiste quand même pour se dire qu'en humain, de façon générale, on va quand même peut-être essayer de tirer des bonnes choses de cet outil, des choses créatives, d'explorer des voies nouvelles et de faire émerger des choses intéressantes. Mais pour ça, il faut qu'on commande, il y ait des humains qui soient dans cet espace de création. Oui, je suis d'accord avec toi, Yann. Je pense que le truc, c'est si on utilise l'IA comme une inspiration ou comme une base, on est foutu.
il faut que c'est un complémentaire, ou comme tu as dit, Marc, tu donnes tes propres images et il faut que c'est un complément. Le problème, comme on a tous parlé là, c'est on a cette risque de perdre une grande partie de nos connaissances si on utilise ça comme base. Et le dernier cercle cubique, on a eu une conférence sur les IA et il y a une jeune femme qui a commencé de pleurer pendant la conférence parce qu'elle était une jeune artiste. Et pour elle, elle a dit, pourquoi j'ai essayé? Ça sera toujours fait mieux que moi. Et ça, c'est pas vrai, mais c'est l'idée que les jeunes vont avoir parce que c'est tout slick, c'est tout parfait et tout ça. Donc, est-ce qu'il aura une chance? Pour moi, qui est une commissaire des expos, je vais vous dire, je peux voir tout de suite que la plupart du temps, qu'est-ce que c'est IA? Parce qu'il y a quand même une certaine look. Il est trop parfait, il est trop slick. Je n'aime pas du tout le truc complètement fait par IA. Par contre, comme Martina, tu as dit, on a certains amis qui utilisent, après, ils mettent leurs propres images, comme toi, Marc, et ils peuvent avoir les nouvelles idées, ils peuvent avoir... Ça, Là, je pense ça, à c'est quelqu'un, là, j'ai vu quelqu'un il n'y a pas longtemps utilisation. que tu connais, Philippe Joson. Philippe Joson, le Gronk, comme on l'appelle, dans les shooters. Je sais pas, tu dois le connaître, tu l'as rencontré dans des festivals. Lui, il fait justement cette bidouille, lui. C'est pas tu vois, une IA, déjà le terme. Oui, c'est pas... Mais en plus, une IA, elle peut te répéter 20 000 fois la même chose, mais c'est même pas ce qu'elle fait. Non. Non, Et elle est inconsciente. moi, ce que j'ai remarqué, c'est très intéressant. Moi, quand je l'utilise, l'outil regarde comme ça, génératif, c'est que des fois, ça bug. Et ça fait des genres de trucs auxquels on n'a jamais pensé. Et c'est là où, dans les interstices de trucs où ça merde un peu, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Parce qu'autrement, ça vous régule juste des trucs qu'on a fait la même fois. Ouais, tu montres une image, tu sais si elle est faite. C'est lisse. C'est lisse. Le même vernis, alors que il n'y a pas un être humain qui est là à se dire pourquoi on fait ça, pourquoi à certains moments on est en train de créer, et puis on se dit ouais, c'est pas grave, c'est. Il y a quelque chose de plus fort que toi, qui m'emmène à ce résultat. Exact. Oui. Oui. Il ne va jamais avoir la vraie vision, c'est la personne qui a la vision. Il n'y a pas de ça. De toute façon, même quand tu génères des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'au niveau général, de faire des variations, je te change la couleur, je lui montrais ce matin là, toutes les photos que tu fais à partir de tes photos, et tu as 20 000 variations. Il y a un genre de truc que nous a apporté l'informatique. Quand tu faisais 3 fois la même version de truc et que tu changeais la couleur, Oui. Oui, ça, oui. Oui, oui. là, tu peux arriver à faire 20 000 variations supplémentaires. Mais c'est quand même qu'un outil. Oui, dans ces cas-là. Il ne sert strictement à rien. Si tu n'as pas un être humain qui veut transmettre des émotions, et seul un être humain peut le transmettre, une IA, elle ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Elle n'a jamais eu envie de faire quelqu'un, elle n'a jamais mangé, elle n'a jamais pleuré, elle n'a pas eu de moment, elle a faim, elle ne prend pas le champignon. Oui. Exactement. Non, mais je pense. Non, je pense la chose fondamentale, vraiment, c'est aussi que nous, les artistes, il ne faut pas oublier que la plupart des artistes, ils ne deviennent pas artistes parce que ça leur apporte quelque chose. Moi, je n'ai pas commencé la peinture en me disant je veux être fameuse, je vais être la plus grande peintre du monde et après je vais faire beaucoup d'argent. Non, je suis devenue artiste parce que je l'étais déjà. Oui, on est né Au début, on est né comme ça, on a une tendance de vouloir créer. Et après, pour moi, un vrai artiste a choisi c'est une voie. C'est une voie et on donne toutes nos vies à nos créations. On vit pour ça. C'est pas l'inverse. On vit pour être en rapport avec ce mécanisme créatif et c'est ça qui nous rapporte. C'est ce que je recherche. C'est ce jeu, je me remplis, je me nourris de la création.
et en utilisant une machine. Et si c'est pour faire plus vite, je ne vois pas la chose parce que je suis bien d'accord. Outils, oui, mais si c'est juste pour faire plus vite, je pense que ça ne sert pas à grand-chose parce que pour moi, la créativité, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on traverse toutes nos vies où on devient ce qu'on doit devenir. On devient plus nous à fur et à mesure. Tu dirais pas ça? C'est un apprentissage. C'est un apprentissage profond et c'est un voyage chamanique. D'être artiste, de faire, de se cogner la tête, de chercher de nouveau, de faire mieux la prochaine fois et devenir de plus en plus à nous et devenir la personne la plus authentique et la plus vraie que possible. Pour moi, c'est ça. Il y avait une question encore? Pour ce qui est des émotions avec l'IA, ainsi de suite, en fait, on reçoit des informations en tant qu'humain et on exprime une colère. Si on est capable de l'écrire ou de la restituer dans une image et qu'on dit à une IA, il faut qu'il y ait un humain qui lui dise ça c'est l'expression de la colère, elle saura faire elle saura simuler la colère ou la... Et en fait, j'aime bien cette image-là parce que ça nous renvoie à notre fonctionnement à nous. Et du coup, faire référence au voyage chamanique, c'est est-ce qu'en regardant au fond de l'IA comment elle fonctionne, on n'en apprend pas plus sur nous-mêmes comment on fonctionne au final? Parce qu'on reçoit des informations, on en ressort, est-ce qu'il y a du libre arbitre, qu'est-ce que c'est l'expression des émotions, ainsi de suite. À chaque fois, c'est intéressant. Le problème est qu'il y a beaucoup de mystères. Tu vois, c'est des boîtes noires pour l'instant. Ouais. Il y a sont proposés. On ne sait pas exactement comment fonctionne. Il y a des chemins cursifs et des heuristiques qui sont là. C'est des travaux mathématiques qui ont été faits au XXe siècle, Turing avec Church, tout ça. Mais comment ils vont lier dans les bases de données, tu vois, c'est pas que de la gestion du data, tout ça. Mais il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de conscience. C'est ça le problème. On en a un, nous. Non, c'est pas sûr. Mais tu vois, j'ai une expérience vraiment intéressante je présentais un enfant avec deux princes au frère que je peux nous garder. Je les gardais, on lui présentait du vert et c'était répulsif, on lui présentait du bleu et c'était attractif. Et donc la petite prince elle essayait de choper la balle bleue au vert pour le résultat de moi. Et sauf que quand tu lui présentais d'une manière tellement rapide, qu'à un moment, il y en a un aléatoire qui pouvait prendre un truc qui normalement était réfléchi. Donc ça veut dire que dans un espace discret, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le physiologique. Où c'est là-dedans que peut-être il y a notre libre arbitre. Ils ont fait des expériences sur les perceptions justement des couleurs avec les humains en mettant des points bleus et puis des points qui virent vers le bleu et au fur et à mesure ils mettaient de moins en moins de bleu. Moins on met de points bleus, plus on en trouve. Et ça, c'est statistiquement, on trouve que en fait on est biaisé en fonction du contexte. On compare toujours. En fait, c'est un peu pareil, quoi. Tout ce qui est illusion Optique, ouais. au niveau bleu, c'est les deux blancs, et suivant le contexte, il y en a un qui est une fois plus que l'autre. Enfin, au niveau perceptif, on est quand même un peu limite. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Toi, tu avais une question. Ah oui, en fait, moi, c'est des réflexions qui me sont venues, qui sont qu'en fait, il y a une grosse différence entre une intelligence, entre guillemets, artificielle, qui va travailler à partir de données numériques, au final, et donc, en fait, le rendu, ce sera soit une image pixelisée, soit, c'est-à-dire des chiffres, en fait, hein, que ce soit du volume avec l'aide
une imprimante 3D ou etc. Alors que nous, en fait, le truc, c'est que l'être humain, par rapport à ce machin qui n'est que du 0-1, c'est que nous, on passe déjà par la vie. C'est-à-dire qu'on est des vivants. D'accord ? C'est-à-dire qu'on expérimente quoi ? Un corps avec des cellules, avec la respiration, avec des besoins de vie. Et là, on expérimente la matière. Et moi, je ne sais pas, c'était un peu pour rebondir, c'est dans le process créatif. Quelle est l'incidence de la matière? Parce que vous voyez bien que vous n'allez pas travailler de la même façon si vous travaillez avec de l'acrylique, avec de la peinture à l'huile, avec de l'aquarelle, avec des crayons de couleur, avec de la terre, avec du plastique, voilà. Donc en fait, globalement, il y a deux façons de travailler. Finalement, il y en a une où on réfléchit d'abord avec des chiffres. Je dirais, là, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir le faire, plus ou moins. Mais il y en a une autre où c'est la matière qui t'enseigne. Ça veut dire que c'est elle qui te guide. C'est elle qui va t'amener à des résultats que tu n'as pas du tout prévus, parce que c'est cette matière, elle, qui est reine. Alors, on a parlé du temps, je suis d'accord, c'est le temps et la matière. C'est tout le processus quand je travaille. Je pars d'abstraction, comme Martina, c'est le fait de travailler la matière, les couleurs et la matière, les textures qui vont m'amener des visions. Et je travaille vraiment la matière. Et par exemple, l'art numérique, pour moi, n'est pas alchimique. Entre guillemets, peut-être qu'il sera. Mais là, quand tu travailles l'huile, les acryliques, mais l'huile, il y a une oxydation, il y a quelque chose d'alchimique, parce qu'il faut du temps pour l'oxydation d'une peinture. Donc tu vas dans ce niveau d'ésotérisme, entre guillemets, des choses. Mais les IA, comme je dis, je suis totalement d'accord avec Marc, c'est un outil. Par exemple, là, on travaille sur des projets avec Martina. Comment on peut faire pour animer en 3D? On a eu plusieurs projets, avec le Cirque du Soleil, avec plein de gens. Ils nous ont proposé, ils voulaient faire vraiment un truc. On a reçu la plaquette, c'était lancé, c'était partout. Las Vegas, New York, Montréal, partout. Ça s'est cuté parce que le Covid est arrivé. Les budgets, voilà. En tant qu'artiste, maintenant avec les IA, on pourrait peut-être le faire même tous les deux. Parce que ça évolue très très vite. Et de faire vraiment une modélisation, il y a des outils maintenant pour ça. Est-ce que ça m'intéresse ou non? Pourquoi pas si je peux bloquer les choses, c'est-à-dire que je nourris pas la bête, mais que ça soit que ma petite bête à moi et que je le fais. Pourquoi pas? Ça devient vraiment un outil. Et puis il y a des on la charge par nos travaux, par nos peintures. Et puis il y a des artistes qui sont en train de développer leur propre IA, comme Andrew Jones aux États-Unis qui a par exemple développé Corel Painter. Lui à la base. À la base, ouais. Mais là maintenant il est sur d'autres choses. Mais là il a créé un produit, c'est-à-dire qu'il travaille encore le IA, mais que avec son propre, il enseigne avec son propre travail, qui est digital, la plupart des fois, mais c'est son travail. Ou bien, il invite, s'il veut, des artistes dans son cercle qu'il aime, et puis voilà, ils se sont mis en accord qu'ils vont échanger leur créativité, et puis que la machine va se nourrir de leur travail. Et aussi, en parlant de ça, et pour Yann et pour Marc, je pense en réponse à votre question, le 0 et 1 peut être la base si c'est une humaine, parce qu'il y a les gens qui travaillent le numérique, comme notre ami Andrew, et comme Marc, et comme Yann. Et si à la base, il y a une moteur qui est humaine avec leur propre vision, pourquoi pas? C'est ça, pour moi, c'est une question de est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est la base? Si c'est la base, on se baise nous-mêmes. Parce que use it or lose it. Si on n'utilise pas nos créativités, on va la perdre, spécialement à travers les générations. Mais si on l'utilise comme un outil et on a nos propres créativités à la base, pourquoi pas? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, Vas-y. Comme je répète, c'est pas pour mon boulot, moi. Moi, je vois même pas l'intérêt de mon travail. Je le fais pour moi, ça me fait vibrer, ça me fait vivre dans un vrai sens. Comme tu dis, on vit parce qu'on crée. Les IA, c'est un outil avant tout pour le totalitarisme. C'est pas pour est-ce qu'ils vont me remplacer? C'est pas grave qu'on me remplace, j'en ai rien à foutre. Je serai plus là au bout d'un moment, je serai reparti dans ma petite planète, une autre, je fais des voyages, voilà. Par contre, avec ces outils-là, bienvenue au pays des fascistes et du totalitarisme. Et ça commence là, de plus en plus. Et puis on va se marrer là. L'euro numérique, c'est octobre, hein, les gars. Je sais pas si ça a réagi là. On peut vous bloquer votre compte comme on veut, et hop,
plus de pognon. Vous me direz, on peut le faire maintenant. Sauf qu'avec des outils comme ça, dans les mains d'êtres humains, parce que c'est pas l'outil en soi. L'IA, lui, il fait que ce qu'on lui demande. Mais les humains, ils sont comme ils sont. Je vois par exemple, je reviens sur l'humain, c'est tout. C'est la conscience. Ouais. Les mecs qui me parlent de conscience sur Internet, et j'en connais, ils utilisent l'IA pour montrer des images de merde en parlant de conscience. Elle est où leur putain de conscience? Ils se mordent la queue, les gars. Ça marche pas. Ils sont coach. 1 heure, 2000 boules. Ouais. Après, quand je fais une toile, on me dit que c'est cher. Tu vois, la conscience. J'ai des potes musiciens, c'est les premiers à se marrer. Ils font. Là, j'ai fait un dossier. Toutes leurs putains de pochettes, elles sont en IA maintenant. Et les mecs, ils disent, ah ouais, mais t'es cher, on peut pas se le payer. Je leur dis, un concert, t'as payé ta pochette. Moi, je vais bosser 3 mois sur ta pochette. Vous foutez de ma gueule. Je dis, vous allez voir, ça va arriver, les disques. Eh ben, ça y est, c'est commencé. Là, je viens d'écouter. Alors, c'est très rigolo, tu vois. T'as des disques inédits de Genesis, de Yes, de Floyd qui sortent. Tu dis, ah tiens, c'est quoi ça? T'écoutes, tu fais, ah merde, c'est pas mal ça. Mais ah, Yai, évidemment. Et les mecs, là, ils gueulent. Ah ouais, non, et oh, les musicos, là, vous pouvez pas les remplacer. Nous, rien à battre, à la base. Donc ça, c'est la nature humaine. Elle est ce qu'elle est. Elle en est là. C'est combien de milliers d'années d'évolution pour arriver à être aussi con? En ce moment, ça passe sur Facebook. Mais c'est vrai, quoi. Ça n'avance pas pour moi. Ça avance pas. Donc là, j'ai un copain bassiste qui était dans des groupes. D'un seul coup, il sort un album, j'écoute, je dis ouais, c'est pas mal, mais je dis c'est bizarre et tout. Ah bah ouais, il t'en fait un par semaine maintenant, un album, le gars. Et il fout ça sur Spotify. Il me dit ouais, mais je peux pas payer d'autres musiciens et tout ça. Mais comme on dit, les feignasses au pouvoir. Je prépare un album, je reviens à la musique. Et je vais travailler avec des super musicos. Et puis il va falloir les payer. Mais ouais, mais ça sera humain. Il y aura autre chose dedans. Ou bien il y aura peut-être les artistes qui vont se remettre ensemble comme avant, où on dit est-ce qu'on fait un projet et si ça marche, tant mieux pour nous, mais si on ne se paye pas entre nous. Voilà, comme au début. Là, avec ce musicien, on a commencé à faire des choses. On troque. Là, je lui ai fait la pochette pour un de ses albums. Il va me faire des musiques pour les clips. Voilà, et puis tout va bien. Ouais, c'est faux. Et c'est chouette, comme ça. Ouais. La suite des questions, peut-être. Ouais. Ouais, moi j'ai une question sur les états modifiés de conscience que vous avez expérimentés. Un des retours qu'on voit souvent dans les rapports de voyage qu'on peut lire sur Internet, c'est le côté ineffable de l'expérience, c'est le côté indescriptible. On vit des états qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Vous, on les mettait en images, vous prenez une expérience très multidimensionnelle et vous la mettez en 2D avec des taches de couleur. Est-ce qu'il y a des états que vous avez expérimentés qui vous semblent fondamentalement indescriptibles? Oui. De toute façon, des expériences, enfin un voyage, on ne peut pas vraiment le décrire. Déjà, c'est un monde multidimensionnel qu'on n'a pas, et puis nous, on n'a pas le langage de décrire ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Moi, j'ai même eu des expériences où j'ai eu le choix de 30 ou 40 émotions. Et j'ai eu le bonheur de les vivre, mais je ne pourrais plus les expliquer maintenant parce que c'était dans le moment du voyage. Et maintenant, je suis retournée à mes... Comme tu dis, il y a des voyages où les perceptions sont... Tu sens une couleur, elle a une odeur. Oui. Ah oui, c'est une musique. Oui, donc ça, c'est des trucs qu'on n'a même pas. Donc tu comprends plus, tu te dis... La synesthésie. Oui, exactement. T'en sais des trucs, toi. Yann, est-ce que tu voulais rebondir sur cette question-là? On demandait, je ne sais pas si tu as entendu la question du public. C'était est-ce qu'il y a des états modifiés de conscience qui sont tellement indescriptibles, imperceptibles, quoi, que tu peux pas le raconter, que tu peux pas le retranscrire en art, en cinéma Bien sûr qu'il y a des états. Je crois que de toute façon, tout le travail, il est de ramener ce qu'on peut ramener, et traduire ou de manifester dans notre dimension plus limitée ce qu'on peut. Ça a toujours été un travail où on n'est jamais, enfin moi je sais pas, je suis jamais satisfait de dire c'est parfaitement l'expérience, et c'est une facette. Et puis après, dans ce genre d'expérience, d'expansion de conscience, il y a toujours un moment donné où
en fait, la pensée ne peut plus attraper l'expérience. Donc, elle peut s'imprimer en vous. Et la mémoire même de l'expérience, elle ne peut se retrouver que quand on refait une expérience et on revient proche de cet état. À ce moment-là, la mémoire ressurgit parce qu'elle est stockée dans votre esprit, où votre esprit garde cette mémoire et vous savez où vous allez aller. Mais vous savez que quelques secondes avant d'entrer dans cet espace, et quand vous entrez dans cet espace, vous pouvez rien faire entrer d'autre que l'espace lui-même, être juste le témoin, être un témoin, se laisser traverser par. Il n'y a pas de pensée qui peut interférer. Et donc, c'est difficile de les ramener, mais il y a bien sûr des choses qui sont indescriptibles et incommunicables, puisque on va, quoi qu'il arrive, que ce soit des images en mouvement, il n'y a que la poésie qui peut traduire ça. Donc, au fond, une image poétique va mieux traduire qu'une image réelle, une sensation peut être traduite de manière poétique, et c'est ce qu'on fait. Et je pense que ces états-là ont été traduits par les poètes, ne serait-ce qu'avec des mots, pas forcément, qui est un art visionnaire, un art de l'écrit, et aussi par des peintres et parfois par des images. Mais bien sûr, le but est des fois de ramener 5% de l'expérience ou le chemin de l'expérience. Le chemin pour que la personne puisse retrouver, parce que partager une vision, c'est peut-être... c'est super. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, en voyant des peintures de Martina, de me dire, tiens, voilà, là, je vois exactement de quel état elle part. Et c'est très bien manifesté. C'est un état que j'ai connu. Sur Under, notamment, sa peinture sur Under. Et puis voilà, et on a dans des films, à un moment, des choses comme ça, ou dans différentes choses de l'art, mais on les a vécues, les expériences. L'art, à ce moment-là, l'art visionnaire, il peut être un chemin pour peut-être vous amener à avoir vous-même ces expériences. Mais c'est tellement particulier qu'il faut les vivre, en fait. Hein. C'est comme écrire sur le désir et l'amour et ne pas le vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un témoignage. On parlait de la chair tout à l'heure. Eh bien, dans la conscience, c'est un peu le même principe. Il y a des expériences qu'il faut vivre pour pouvoir les intégrer. Et donc, elles sont difficiles à traduire. Seul celui qui l'a vécu peut la reconnaître dans une œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Ou est-ce que vous voulez rebondir sur ce que disait Yann? Peut-être une question qui me vient comme ça. Oui. On parle de formes artistiques finalement qui sont très individuelles mais qui cherchent à créer du lien et à créer du collectif. Est-ce que on peut parfois avoir des rencontres artistiques où on se dit, comme vous le disiez, c'est ce qui a été dit tout à l'heure qui m'a fait penser à cette question-là. Est-ce que des fois on a l'impression que peut-être notre œuvre va entrer en communication avec une autre et ça va fonctionner comme des pièces de puzzle qui vont s'assembler et donner peut-être une image plus collective, plus vaste, plus complète? Je peux répondre ça. La première fois, moi j'avais eu les rêves et les connexions avec le serpent depuis enfance, littéralement. Et j'ai jamais rencontré une personne qui était liée avec le serpent dans le même sens que moi. Et comme Yann a dit qu'il pouvait voir un état dans le tableau de Martina, la même chose m'est arrivée la première fois, avant qu'on a rencontré, j'avais vu un tableau de Martina à Chemeria. Et c'était frappant parce que c'était la première fois que j'ai vu un dessin qui résonnait avec un état. Parce qu'on ne peint pas un serpent, c'est l'esprit de le serpent. C'est pas que la forme, il y a toute une énergie qui est portée par cette forme. Et donc, je pense que c'est extrêmement valide de reconnaître dans l'autre un état de conscience traverse. C'est pas qu'un symbole, il faut que la personne ait eu la même expérience que toi pour avoir cette même résonance, je pense. Oui. Ouais.
Oui, je suis bien d'accord. Ouais, parce qu'on voit les tableaux de serpents. Oui. Bah là, juste pour continuer avec cette idée, avant que j'ai rencontré Pascal, j'ai vu, on était dans la même exposition et j'ai fait le tour de 80 exposants. Et il y a un tableau qui m'a vraiment parlé. Je me suis arrêtée devant et j'ai dit, qui est-ce qui a peint ce tableau? C'était avant le vernissage, alors il y avait juste les lumières, il n'y avait pas de nom. Et la personne qui faisait les lumières, elle me dit, je ne peux pas savoir, ce sera la galeriste qui va vous dire après. Ben, ça se trouve que c'était le tableau de Pascal. Et donc, je ne savais pas, quand je l'ai rencontré la même soirée, que c'était lui. Mais on s'est rencontrés, il y avait une affinité immédiate. Et je l'ai rencontré et je l'ai senti à travers sa peinture. Alors, il y avait une résonance dans ce cas-là, ce n'était pas un symbole, mais c'était carrément une lumière, une énergie qui m'a déjà qui m'a déjà présenté Pascal par sa peinture avant que je l'ai rencontré en personne. J'avais fait ce tableau-là pour la pécho. Nickel. Pour ce que tu disais, de toute manière aussi, je pense que quand on est... Je ne sais pas si le mot artiste il est bon, mais enfin créateur, moi j'ai commencé par la musique. J'ai travaillé dans la musique, j'étais guitariste. Après, la peinture, c'était une deuxième choix, mais que j'adorais. J'ai écrit des contes. Et je pense que j'aimerais faire des films, évidemment. Voilà. J'ai fait des scénars, des trucs comme ça. Mais je pense qu'on est attiré par tout. C'est que des médiums. C'est une manière d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Donc, je sais pas, un jour, je me mettrai peut-être à la sculpture, tu vois aussi, j'essaierai. Tout est passionnant. Quand je regarde le tapis depuis tout à l'heure, je vois des bêtes fantastiques émerger, tu vois. Donc, c'est comme ça, la vie. Pour moi, c'est que de l'émerveillement. Quand ça va bien. Il y a des jours sans. Ouais. Mais... Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Oui. Finalement, j'ai envie de dire juste une chose, ce que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé, Martina a parlé tout à l'heure de l'intuition, et toi tu as parlé de la grâce. Finalement, c'est ce que vous retranscrivez à travers tout ce que vous faites. On essaie. Et, oui, voilà, c'est ça. C'est plus l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence du cœur. Hein. C'est ça. C'est ça la clé. Et je crois que l'IA, elle pourra tout essayer, mais elle n'aura pas l'intelligence du cœur. Il peut copier nos cœurs. Voilà. Mais c'est exactement pourquoi j'ai dit, je suis d'accord qu'on peut l'utiliser comme un outil pour peut-être montrer autre façon d'exprimer un truc, mais si la base, c'est pas humaine avec une vraie vision, c'est impossible de faire l'art visionnaire avec IA. On peut faire autre art, mais visionnaire, ça veut dire que quelqu'un est complètement basculé dans la vision autant qu'on est obligé de l'exprimer à travers l'art. C'est qu'une base de données, finalement. Oui. D'autres questions? Moi, ça me rappelle une chose qui avait été dite, là, cette question pour juste... qui avait été dite, j'avais fait partie d'un congrès sur la conscience et la technologie, on va dire, et il y avait aussi des peuples premiers, etc. Et à un moment donné, il y a un type qui a fait toute une conférence sur le fait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on allait pouvoir reproduire toute pensée humaine. Bon. Et à ce moment-là, le coquille est monté sur scène, il a dit, je voudrais poser une question. Si monsieur dit que l'IA peut reproduire toutes les pensées humaines, et les pensées qui traversent l'humain, qui ne sont pas de lui, qu'est-ce que nous en fait? Voilà. Et je pense que, voilà, je pense qu'il a appuyé sur juste le bouton dont on parle tous de manière un peu différente. Inspiration, ce qui nous traverse, ce qui est plus grand que nous, et si tous ces arts se résonnent entre eux, qu'ils soient de la musique, de la poésie, de la peinture, du cinéma, etc., qu'est-ce qu'ils explorent? C'est ce mystère, en fait. Et dans ce mystère, la voix est donnée, parce que le mystère nous traverse, il prend un éclat chez l'un, un éclat chez l'autre, il nous donne au fond quelque chose d'incomplet, mais ça, ce qui est purement humain. Voilà. Je peux juste dire un mot, c'est peut-être juste que de l'intuition. C'est l'intuition qui nous gouverne finalement, qui nous amène à la création. Il fait partie de la récit, je trouve. Il fait partie, mais ce n'est pas la totalité. Non. Il y a plein de trucs, comme vous avez mentionné. Il y a la grâce, il y a la vision. Et l'intuition, c'est la partie de création pour moi.
parce que l'expérience de la vision, ça, c'est pas une question d'intuition. On est prise et on est dedans et on vit cette expérience. Et après, comment on la transmettre à un état physique, cinéma, peinture, n'importe, là, on peut être guidé par l'intuition parce que, comme Martina, tu as dit tout à l'heure, et Pascal, comme on fait la peinture, même si je fais mon procédure différent, c'est sûr que l'intuition joue parce qu'on ne sait pas exactement comment les tableaux seront à la fin. Donc, on est obligé de juste aller avec nos feelings à le moment. C'est comme de traverser notre vision. On est en train d'expérimenter le voyage de la peinture même. C'est un voyage. C'est un voyage qui me porte une grande connaissance sur mon propre vision en plus. So, l'intuition, oui, il joue une partie, mais à le niveau de l'expression, je trouve. Et le voyage de la création, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi dans la psychédélie, c'est l'intégration. Et c'est le moment qui est c'est la chose pour moi qui est la plus importante. Le voyage, c'est le voyage. C'est tellement fort et c'est tellement autre et c'est tellement ça nous pète dans la tête et puis on ne sait plus quoi faire avec. C'est tellement vaste, on ne peut même pas expliquer. Mais après, ce qui se passe quand on est revenu ici, c'est à fur et à mesure, on intègre, on prend toutes ces facettes, comme dit Yann, et puis on les met en place, on essaye on les revisite. Et par exemple, dans un tableau que je peins, c'est une ou 2 ou 3 secondes d'un voyage qui a duré 8 heures. Alors, voilà, c'est juste une petite facette. Et ça peut prendre un voyage, ça peut prendre toute une vie pour l'intégrer proprement et pour avoir revisité toutes les facettes de nos expériences mythiques, que ce soit des voyages chamaniques ou spontanés ou je ne sais pas comment, ou holotropiques, peu importe. C'est le but. Le but, c'est de vraiment voir qu'il y a que nous sommes, pour moi, l'art visionnaire, c'est vraiment un moyen de montrer ou de partager que nous sommes plus que juste cette réalité physique et que notre vrai être est bien plus vaste et que c'est notre droit divin, si tu veux, divin. En France, il faut dire, c'est pas grave que j'utilise ce mot, c'est laïque, c'est pas un problème. Mais pour moi, c'est vraiment notre droit divin de savoir que nous, on est plus que ça. Ouais, transcendant. Et que la transcendance. La transcendance, ouais. Voilà. Pour cela dit, moi, quand je peins, souvent, je mets un casque et j'écoute Hercule Poirot. Alors... C'est parce que tu ne veux pas écouter Martina et moi parler. Oui, j'en ai marre. Est-ce qu'il y a encore des questions ou l'un de vous veut encore dire un mot? Yann. C'est bon. Yann, c'est bon pour toi? Oui, écoute, je pense que je voulais, oui, c'est bon. J'ai l'impression que ce que tu dis, juste si je rajouterais un truc, parce que tu parles de droit divin, je dirais que c'est notre capacité, et ça relie à l'inspiration, à laisser s'exprimer des choses qui nous dépassent à travers nous, et d'être humblement juste une fenêtre. Tu vois, c'est ça cet état de création. Et là, des choses à transmettre se passent. Donc, je vois aussi ça dans le processus. Oui. C'est ce que je voulais rajouter. Ouais, comme je disais tout à l'heure, le canal. Le canal. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que vous y voyez plus clair sur l'art visionnaire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être intervenus. Merci Yann aussi d'avoir pu être là à distance. C'est super. Et voilà, si jamais vous voulez acheter des tirages, des livres, des intervenants, il y en a qui sont dans le château. Il y a une petite boutique où vous retrouvez tout ça. Si vous voulez les rencontrer aussi, il reste un peu peut-être. On va aller avec au château. On va aller là-haut, voilà. Comme ça, il y a moyen de dédicacer, discuter. Voilà.
Et donc demain, il y a 2 conférences encore. Donc une première sur Métal Hurlant, le magazine Métal Hurlant. Ce sera avec Marc Caro qui était là, qui est toujours là. Avec Lloyd Cherry qui est le rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant et avec 2 artistes qui ont été publiés chez Métal Hurlant. Et il y aura également une conférence sur le métal, cette fois la musique, c'est la journée métal. Donc les liens entre l'imaginaire et la musique métal, et donc là aussi avec des intervenants soit artistes, soit experts un petit peu de la musique métal. Voilà, donc merci à vous d'avoir été présents, c'était très plaisir. Merci Elissa. Merci Elissa. Merci à tous. Merci Yann. Salut. Merci Yann. On va rester là, au revoir tout le monde. Salut. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Yes. Voilà. Voilà, c'était bien. Ouais. On a fait 1h30.